Bonjour à tous. Je suis Philippe Bauchet, je suis le directeur de la transition écologique et énergétique à la région. Et je me dois d'excuser Agnès Langevin qui aurait voulu être parmi nous pour vous accueillir ce matin, mais qui a été empêchée par un événement imprévu. Donc, j'ai le plaisir de prendre son rôle d'accueil auprès de vous à ce lancement du réseau régional VRAC ce matin qui, pour nous, est quelque chose d'important. Important parce que pour nous, c'est une brique importante dans notre engagement de lutte contre les emballages à usage unique. Engagement qui s'intègre bien entendu dans un contexte national que vous connaissez certainement mieux que moi. Évidemment, le contexte de la loi AGEC, évidemment, le contexte de la loi climat et résilience, l'avis du Conseil national de l'alimentation sur la sobriété des emballages, et puis un certain nombre d'études qui ont été menées, notamment par l'ADEME, autour de la question du VRAC en France, des analyses comparatives qui ont été faites, et puis un certain nombre d'avis de l'ANSES, de la DGCCRF notamment. Donc ce contexte national favorable encourage et accompagne finalement notre initiative régionale, puisque dans le cadre de notre mission de planification des déchets, dans notre cadre de promotion d'une économie circulaire, la question du vrac, de la diminution du poids des emballages a été prise à bras-le-corps par la région dès le début. Et ça a été la source de notre initiative du fameux plan plastique et du pack zéro emballage qui a été lancé par la région en 2021. Donc ce pack zéro emballage, aujourd'hui, il a eu un succès certain puisqu'on a une vingtaine d'opérations exemplaires qui sont d'ores et déjà accompagnées, avec notamment des magasins de proximité, des épiceries vrac que l'on a accompagnées dans leur lancement et puis dans leur évolution vers le vrac zéro déchet. Ceci étant, en dépit de ce contexte national favorable, en dépit des initiatives qui ont pris la région, on est bien forcé de constater que le développement du vrac est lent. Évidemment, le Covid, la pandémie qui a touché le monde n'a pas été favorable, bien au contraire, à la généralisation rapide du vrac. Et on a au contraire vu le balancier repartir dans le sens inverse, ce qui, nous l'espérons, n'est qu'un retard dans dans la direction qu'on souhaite engager. Bon, donc c'est dans ce contexte de politique régionale, de lutte contre les déchets, de zéro plastique, de zéro emballage, qu'on a voulu mettre en place le réseau VRAC avec un partenariat qu'on souhaite développer, qui est en devenir. On veut que ce réseau soit pour vous et pour nous l'opportunité de faciliter les échanges, d'apporter des réponses à des problématiques que auxquelles nous sommes collectivement confrontés et sur lesquelles le travail en réseau, le travail en partenariat, le retour d'expérience nous paraît être la manière la plus efficace d'apporter une réponse. Donc, le réseau VRAC, c'est l'unique organisation professionnelle qui est dédiée à la démocratisation du VRAC en France. Ce réseau, il structure, il accélère le développement de ce nouveau marché et a vocation à donner accès à tous à une consommation qui soit plus durable et moins consommatrice, moins extractive. Aujourd'hui, il y a plus de 1200 professionnels de la filière, distributeurs, producteurs, fournisseurs, porteurs de projets en France et dans le monde qui sont fédérés par ce réseau. Le partenariat avec la région a été conclu en fin 2022, donc très récemment, pour accompagner le démarrage d'un réseau VRAC en Occitanie
Et puis, donc, on a 2 demi-journées organisées en présentiel, l'une à Toulouse aujourd'hui, l'autre à Montpellier dans 15 jours. Et on envisage d'organiser 3 webinaires techniques d'ici la fin de l'année. Voilà. Ce réseau, ben, on a voulu le construire de la manière la plus apte à répondre aux attentes. C'est pour ça qu'il y a eu une consultation préalable des acteurs qui a été menée. Et elle a permis ben, de mieux cerner les attentes des uns et des autres au travers de la petite centaine de réponses qu'on a eues et qui nous ont permis de faire émerger les problématiques qui feront l'objet notamment des ateliers. Comment participer à la sensibilisation des citoyens, comment mieux communiquer et sensibiliser à destination des consommateurs, et puis identifier les leviers et les freins au développement du vrac en région, et comment les résoudre. Donc, dans chacun de ces problématiques, évidemment, on a tous un rôle à jouer, et la région singulièrement entend bien jouer le sien. Donc, ben c'est pour moi, je le répète, un plaisir d'accueillir cette première réunion ce matin de notre réseau. Donc, la journée est organisée avec le déroulé que vous avez projeté à l'écran, avec donc une intervention du réseau VRAC dont je viens de parler jusqu'à 10h15, et puis après des ateliers de co-construction qui seront restitués à 11h30. On aura des témoignages d'acteurs en fin de matinée et puis la rencontre se clôturera à 12h30. Donc, merci encore à tous de votre présence et puis je passe la parole au réseau VRAC. On est passé dans le Donc, bonjour à tous, donc, je suis Chloé Liard, responsable projet et développement chez Réseau VRAC. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette matinée, je vais vous faire une petite présentation de l'association du marché du vrac avec quelques chiffres sur la région Occitanie qui nous accueille aujourd'hui. Donc pour commencer, quand on parle de la vente en vrac, il faut savoir qu'elle répond normalement à 2 enjeux qui sont le gaspillage des produits. Aujourd'hui, on sait qu'il y a, d'après l'ADEME, plus de 7 kilos de nourriture qui sont jetés, encore préemballés tous les ans. Et on parle de l'alimentaire, mais ça concerne également les produits. Qui n'a jamais acheté une crème solaire en début d'été et ne peut plus la réutiliser l'année d'après parce qu'elle est périmée et elle est plus efficace. Et pour autant, on va devoir la jeter parce que c'était trop important par rapport à la quantité dont on avait besoin. Et le vrac, par le choix de la juste quantité, vise à répondre à cet enjeu-là, puisqu'on va acheter vraiment que ce qu'on a besoin et donc pas jeter le produit, qu'il soit alimentaire ou autre, à la fin. Le deuxième enjeu auquel on pense souvent quand on pense au vrac, c'est la réduction des déchets d'emballage jetables, puisque on va pouvoir se servir dans son propre contenant qui va être réemployable plutôt que d'avoir un emballage à usage unique qu'on va jeter une fois le produit consommé. Et voilà, on vous a mis quelques chiffres à l'écran, mais on sait que c'est un vrai problème. Il y a plus de 50 kilos d'emballage ménager par Français qui sont jetés tous les ans. Ça fait 1,2 million de tonnes de déchets d'emballage plastique qui sont jetés en France. Voilà. Et puis, tout le monde a déjà vu les images du fameux 7e continent, donc cet agrégat de plastique dans l'océan Pacifique qui se forme à cause des déchets qui finissent dans la mer. Donc voilà, d'un point de vue environnemental, c'est problématique et le vrac va permettre de résoudre cet enjeu-là également. On vous a mis la définition de la vente en vrac qui est officielle depuis 2020. C'est une première mondiale. Il n'y a aucun autre pays qui a une définition officielle de la vente en vrac dans sa loi. Et donc, elle se définit ainsi, c'est la vente aux consommateurs de produits présentés sans emballage en quantité choisie dans des contenants réemployables ou réutilisables. C'est vraiment le côté quantité choisie qui va distinguer le vrac de la consigne, par exemple. Puisque dans la consigne, on va bien avoir un emballage qu'on va pouvoir réemployer, mais par contre, le produit ne sera pas présenté sans emballage et ne pourra pas être choisi à la juste quantité. Et il y a souvent des confusions entre ces deux modes de vente. Donc, c'est bien la quantité choisie qui distingue le vrac de tout autre modèle préemballé, consigné ou non. Donc, le vrac propose de nombreux avantages, comme on le disait précédemment, à la fois la réduction du gaspillage de produits par le choix de la juste quantité, la réduction des déchets d'emballage jetables. D'après une étude du WWF, ça peut réduire jusqu'à 95% des emballages du consommateur de consommer vrac.
Et bilan carbone et consommation d'eau par la même manière, puisque on va éviter de produire un emballage qui va polluer derrière. Donc voilà, ça c'est la petite infographie issue d'une étude du WWF qui est sortie en 2019, où ils ont étudié plusieurs catégories de produits de consommation du quotidien, des pâtes, des biscuits, de la lessive et puis du gel douche. Et donc vous voyez que ça permet d'éviter énormément de déchets d'emballage et donc de CO2 et d'eau, notamment pour le liquide. C'est ce qui ressort le plus. Et d'ailleurs, l'étude de l'ADEME qui était précédemment citée montre la même chose, c'est-à-dire que sur les produits vrac liquides ou préemballés liquides, il y a un vrai avantage du vrac qui se distingue. C'est aussi le cas sur le sec, mais le gap va être encore plus important pour les produits liquides, alimentaires ou cosmétiques. Il y a encore de nombreux défis pour généraliser la vente en vrac et c'est aussi pour ça que l'association Réseau Vrac existe et qu'on organise encore des matinées comme celle-ci. Alors, il y a plusieurs enjeux. Déjà, sécuriser les pratiques, faire en sorte que les professionnels soient bien formés à l'hygiène, notamment pour être sûr qu'il n'y ait pas de contamination du consommateur. Il faut aussi qu'on trouve plus de produits, de différentes typologies de produits vrac, mais partout aussi, parce qu'aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de points de vente, on va le voir, on ne trouve pas forcément une offre de produits très variée dans les supermarchés. Que le vrac soit pratique. Un des freins aujourd'hui à la consommation vrac, c'est le manque de praticité. Le consommateur, certes, il veut bien acheter vrac, mais derrière, s'il faut qu'il emmène des bouteilles en verre, des bocaux en verre qui vont être lourds, volumineux dans le sac, c'est pas très agréable. Et donc, ça va être aussi quelque chose qui va pouvoir décourager de faire ses courses en vrac. Donc, il faut que le vrac améliore sa praticité. Et puis, il faut bien sûr que l'impact environnemental et social soit positif. Environnemental, c'est ne pas déplacer le problème en générant encore plus de transport ou en gaspillant du produit si justement les rayons sont mal entretenus. Et social, on va plutôt parler des troubles musculo-squelettiques qui peuvent toucher les commerçants vrac qui portent des charges lourdes. Et donc voilà, là-dessus, il y a aussi des améliorations à effectuer pour éviter qu'il y ait des maladies liées à ce contexte professionnel. Donc, Réseau Vrac œuvre pour essayer de lever ces freins-là et puis de généraliser la vente en vrac. On a été créé en 2016. Aujourd'hui, on a 1200 adhérents répartis dans 16 pays. Bon, globalement, c'est surtout la France, les pays concernés, mais on a des adhérents francophones dans différents pays du monde. C'est une association de loi 1901, donc on a un conseil d'administration qui est composé de 10 professionnels de la filière, des distributeurs et des fournisseurs, puisque l'association elle a vraiment ces deux volets-là sur la typologie de professionnels qu'elle représente, et puis une équipe opérationnelle de 12 personnes. Nos engagements, ça répond aux enjeux précédemment cités, mais ça va être sécuriser les pratiques des acteurs professionnels, rendre le vrac disponible pour tous les produits, dans tous les points de vente, faire en sorte que le vrac soit pratique et puis avoir un impact environnemental et social positif. Si on développe un petit peu plus nos missions, c'est en 3 axes. Ça va être structurer, développer et encourager le développement du vrac. Pour structurer, une des premières choses qu'on a fait, c'est créer des formations métiers. Donc, on a plusieurs formations, notamment à la création de commerce vrac, mais aussi à l'hygiène, à la réglementation pour les commerçants ou futurs commerçants. On fait des groupes de travail thématiques et techniques pour aller encore plus loin. Par exemple, on a fait un groupe de travail sur les protocoles de nettoyage des contenants cosmétiques récemment et des actions de lobbying pour faire évoluer la filière dans le bon sens, notamment la définition de la vente en vrac que je vous présentais dans les premières slides, est issue d'une action de Réseau Vrac dans le cadre de la loi AGEC anti-gaspillage et économie circulaire. Pour développer, il y a le côté mise en réseau des acteurs. Et ça va passer par exemple par notre événement iconique qui est le Salon du Vrac et du Réemploi qui a lieu tous les ans à Paris. Et cette année, ça va être le 14 et 15 mai au Parc Floral à Paris. Je vous invite vivement à y venir si vous avez envie de découvrir la filière, ses enjeux et ses acteurs. C'est vraiment le temps fort. Et puis des partenariats clés, des services, des outils pour permettre aux acteurs de développer au mieux leur activité. Et enfin, encourager, ça c'est un volet qui est un petit peu plus nouveau pour nous. Ça fait depuis un an un peu plus, parce qu'en 2020, on avait sorti notre premier livre grand public, mais ça fait vraiment un an qu'on a lancé un temps fort de communication, le mois du vrac, donc c'était au mois de mars, c'était la 2e édition qui s'est achevée vendredi. Pour encourager les citoyens à consommer vrac et à lever en fait tous les idées reçues qui peuvent encore exister sur ce mode de consommation. Et après, on va aussi sensibiliser les collectivités à travers des actions qu'on mène avec les régions, mais aussi avec des parcs naturels régionaux, par exemple, les entreprises pour qu'elles
pour qu'elles fassent du vrac si elles n'en font pas encore. Et les journalistes ont fait très régulièrement des petits déjeuners presse pour décrypter le vrac, un enjeu du vrac, et aider les journalistes à mieux comprendre ces sujets et à pouvoir écrire dessus. Dans les grandes avancées permises par l'association, il y en a pas mal, mais on en a mis quelques-unes un peu iconiques. Il y a notamment la possibilité de vendre de l'huile d'olive en service assisté en France, ce qui était interdit par un décret européen, enfin ce qui l'est toujours, mais en France, on peut le faire en demandant un agrément de conditionneur. Il y a la vente de graines de chia aussi qui a été rendue possible en 2020, la définition dans le cadre de la loi AGEC, on en parlait. Et puis, dans le cadre de la loi climat et résilience, on a également été assez actifs. C'est la loi qui fixe notamment les objectifs de 20% de vrac dans les surfaces de plus de 400 mètres carrés. Voilà, donc ça, vous avez un petit panel de tout ce qu'on a fait, puis notamment aussi des guides juridiques pour aider les professionnels à savoir qu'est-ce qu'ils ont le droit ou pas le droit de faire dans le cadre de la vente en vrac. Quand on regarde un petit peu la courbe du marché, ce qu'on constate, c'est que jusqu'en 2020, on était sur une très, très forte croissance. On était sur 150 millions d'euros du marché du vrac en 2015 et on est monté jusqu'à 1,2 milliard entre 2019 et 2021. Et malheureusement, la crise Covid est passée par là et a eu un impact assez important sur les professionnels du vrac et la consommation vrac, ce qui fait qu'aujourd'hui, le marché est de retour à son niveau de 2018, donc 850 millions. Mais comme vous pouvez le voir, on est assez positif sur le fait que ça reparte pour plusieurs raisons, notamment parce que y a la fameuse loi climat et résilience qui va imposer la vente en vrac, 20% de produits présentés sans emballage dans les grandes surfaces. Et du coup, forcément, elles vont devoir s'y mettre et forcément, ça va créer une offre qui n'existait pas précédemment et inciter à la vente en vrac. Et puis, on voit que les habitudes commencent à revenir petit à petit. Le Covid a énormément chamboulé les choses, mais on commence à constater des signes de reprise dans les différents commerces, timides certes, mais ce qui nous fait dire qu'on va pouvoir, grâce à beaucoup d'actions de communication, grâce à la loi et au fait que les grandes surfaces vont s'y mettre, réatteindre un niveau de 1,2 milliard d'ici 2025. Aujourd'hui, donc, les chiffres de la consommation, on a un tiers de la population française qui consomme vrac. Ça représente 8,8 millions de foyers d'acheteurs vrac. Ils consomment à peu près 8 euros d'achat par ticket. Et chez les réguliers, on a 45% du coup qui achètent vrac une fois par mois ou plus souvent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les consommateurs réguliers. Et ça représente 4 millions de foyers. Et eux, ils dépensent un petit peu plus, comme vous pouvez le voir, plutôt entre 9,5 et 13,5 euros. Ça, c'est une étude qui est issue d'une étude Nielsen. Alors bon, ce n'est pas les régions administratives, ça c'est le découpage de Nielsen, mais comme vous pouvez voir, il y a quand même des zones territoriales qui se détachent un petit peu des autres sur la consommation vrac, notamment la Normandie et la Bretagne qui ont une surreprésentation d'acheteurs de vrac, 46% pour cette région, vs 31% au niveau national, hein, comme vous avez pu le voir précédemment, et aussi la région sud, Provence-Languedoc dans leur découpage qui est plutôt à 41%. Vous êtes entre ces deux régions-là, entre Pyrénées-Aquitaine et Provence-Languedoc. Donc, je ne peux pas vous dire exactement sur la région administrative Occitanie ce qu'il en est. Et toujours est-il qu'il y a des régions qui sont peu consommatrices. Enfin, un petit peu moins, ça va être par exemple Champagne-Alsace ou Bourgogne-Auvergne, où il va y avoir un petit peu moins de consommation par rapport au niveau de la France entière. Les Français achètent plutôt vrac en grande distribution, ce qui est assez logique, hein, parce que c'est de toute façon le canal de distribution le plus courant pour faire ses courses, suivi des magasins bio. Aujourd'hui, on va voir les chiffres, mais il y a plus de 80% près en fait de la totalité du marché du bio qui est équipé de rayons vrac. Les spécialistes vrac représentent que 7% des canaux d'achat, mais ils sont aussi un peu plus rares sur le territoire. Et puis après, on va avoir les marchés, le discount, les supérettes et les drives et Internet. Mais comme vous pouvez voir, la grande majorité des achats vrac sont réalisés dans les grandes et moyennes surfaces. Par contre, chez les acheteurs réguliers, c'est principalement les magasins bio. Mais les acheteurs réguliers sont généralement des acheteurs assez engagés, donc des gens qui consomment vrac vraiment pour la réduction des déchets et du coup qui ont un engagement un petit peu plus global sur la consommation. Donc, c'est pas non plus étonnant de les retrouver dans les magasins bio parce que c'est une philosophie globale qu'ils vont porter. Alors que les acheteurs plus occasionnels vont le faire plus parce que c'est la réduction, parce que c'est le choix de la juste quantité. Et d'ailleurs, on y arrive. La première raison de l'achat en vrac, c'est d'abord, avant de réduire les déchets d'emballage, c'est vraiment le choix de la juste quantité.
Donc voilà, 35% achètent vrac pour réduire, pour choisir la juste quantité et 23% pour réduire leurs emballages. Par contre, quand on regarde sur les réguliers, donc les personnes qui achètent vrac une fois par mois ou plus souvent, là, ça change. Là, eux, ils vont plutôt acheter vrac pour réduire les déchets d'emballage. Donc encore une fois, on retrouve ce consommateur engagé qui est là pour réduire son impact environnemental, avoir un impact positif sur l'environnement, VS le consommateur occasionnel qui, lui, va plutôt avoir intérêt à consommer vrac pour le côté tester des produits, acheter juste ce dont on a besoin. Alors, quand on regarde les attentes des consommateurs, c'est ça aussi qui nous permet d'être assez positif pour l'avenir du marché. C'est qu'en fait, il y a 52% des Français qui souhaitent plus de produits vrac dans leur magasin, alors qu'il n'y en a que 31% qui consomment vrac. Donc, c'est-à-dire qu'il y a au moins 20% à les toucher qui seraient intéressés de consommer davantage vrac. Ça monte à 80% pour ceux qui consomment régulièrement. Et après, qu'est-ce qu'ils aimeraient trouver? Plus de produits d'épicerie, mais aussi des produits d'entretien, des produits d'hygiène beauté, et les aliments pour animaux reviennent souvent pour près d'un tiers d'entre eux. Donc, il y a ce potentiel-là. C'est des gens qui n'achètent pas forcément vrac aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas l'offre à côté de chez eux ou parce qu'ils ont juste un petit rayon vrac qui vend des noix de cajou et des céréales et ils n'ont pas envie de faire leurs courses juste pour acheter deux produits. Mais par contre, s'il y avait davantage de produits ou les produits de marque qu'ils ont l'habitude de consommer, ils iraient. Donc, voilà, ça, c'est très positif pour l'avenir du marché. Voilà, on le revoit, il y en a 52% qui veulent des marques en vrac. Souvent, on a l'habitude d'acheter un produit et on n'a pas forcément envie de changer ses habitudes pour acheter un produit vrac si ce n'est pas le même produit. Mais par contre, beaucoup de consommateurs seraient prêts à y aller s'ils retrouvent les produits dont ils ont l'habitude. Et puis sur les types de produits qu'ils aimeraient avoir, c'est souvent, on parle souvent du prix, mais là, ils voudraient le même produit mais en un peu moins cher parce qu'il n'y a pas d'emballage. Voilà. Et après, on va retrouver des produits vrac plus simples, plus naturels que leurs produits habituels, les mêmes produits habituellement, mais en vrac. Et puis voilà, produits vrac ou bio, bon, ensuite. Mais c'est vrai que les mêmes produits en moins cher, c'est souvent ce qui est attendu dans le cadre du vrac. Sur les points de vente qu'on peut retrouver, donc en premier, ça va être les hyper et supermarchés, on le voyait, c'est là où les Français font plus leurs courses en vrac. En deuxième, les magasins bio, qui sont très largement équipés de rayons vrac. Et en troisième, les épiceries vrac. Les épiceries vrac, il y en a plus de 900 aujourd'hui en France. C'est le pays où il y a le plus de commerce spécialisé vrac dans le monde. On est vraiment en avance par rapport aux autres pays, aussi grâce à l'existence de l'association. Il existe pas d'équivalent dans d'autres pays. Enfin, si en Allemagne et en Belgique, maintenant, il y a des réseaux un peu similaires aux nôtres qui se sont constitués, mais c'est tout récent, ils n'ont pas la même ancienneté, donc pour l'instant, l'impact est moindre. Et donc, en tout, ça fait plus de 10 000 points de vente qui sont équipés d'un rayon vrac. Donc, en France, on a 10 000 points de vente où on peut aujourd'hui faire ses courses en vrac. Mais après, l'offre ne va pas toujours être forcément bien fournie. Ça fait quand même 10 familles de produits différents qu'on peut acheter en vrac. Il y a des choses très classiques comme l'épicerie salée, sucrée, le riz, les pâtes, etc. Enfin, les classiques. Maintenant, il y a aussi beaucoup de liquides alimentaires. Vous allez pouvoir acheter de l'huile, du vinaigre, des cosmétiques et détergents. La lessive, ça fonctionne très bien en vrac. Les produits gel douche, shampoing, pareil. Et plus récemment, ça c'est ce qu'on appelle les nouvelles catégories. On va avoir de l'ultra frais. Il y a des machines pour acheter du yaourt en vrac qui commencent à se développer, par exemple. Et tout ce qui va être papeterie, quincaillerie, les produits pour animaux fonctionnent très bien en vrac aussi. Et puis, bricolage, jardinerie, coiffure. Chez plusieurs coiffeurs, maintenant, on peut trouver des machines pour acheter son shampoing ou ses colorations végétales en vrac. Donc, voilà, c'est des choses qui vont se développer, qui ne sont pas encore trop visibles pour le moment, mais qui vont faire en sorte que ce marché va évoluer également. Et il y a de plus en plus de grandes marques aussi qui se mettent au vrac. Ça, c'est positif dans le sens où, comme vous l'avez vu, il y a une volonté des consommateurs. Donc voilà, là, il y a quelques exemples assez iconiques. Les silos qui vendent des M&M's, Nescafé et Carte Noire qui proposent leur café en vrac, le Petit Marseillais qui a sa machine pour vendre ses gels douche. On a les marques Nuts en bas à droite. Et puis Lustucru dans les magasins Day by Day, c'est une franchise de commerce spécialisé vrac qui ont fait des tests. Et Babybel aussi, qui a fait des tests pour vendre ses produits en vrac. Alors, il y a encore la cire autour, c'est considéré comme de la croûte, donc ce n'est pas un emballage. Voilà. Et Andros, la compote, alors là, c'est avec les collectivités, enfin, c'est avec la restauration collective, c'est pour les collèges et lycées. Cette machine, vous ne pouvez pas en acheter dans un commerce, mais par contre, vous allez pouvoir le trouver dans des lycées et collèges. Ils commencent à équiper pour remplacer les petites barquettes jetables par des ramequins qui vont pouvoir être lavables et réemployables.
Maintenant, je vais vous donner quelques chiffres sur la situation de la filière vrac en région. Donc la région Occitanie, c'est la 9e région qui abrite le plus de commerces vrac par densité de population. Donc c'est pas, ça fait pas partie des régions les plus les mieux dotées en commerce vrac, mais voilà, c'est plutôt dans la moyenne, on va dire. Il y a un petit retard qui a été rattrapé ces dernières années. Il y a 2-3 ans, on avait fait une étude sur le vrac et ça faisait partie des dernières régions. Là, voilà, l'Île-de-France est un petit peu derrière. On a un petit détail là pour vous montrer. Enfin, ah non, c'est juste après le détail. Juste pour vous donner quelques chiffres encore plus, c'est que donc il y a 80% des hyper et supermarchés qui sont dotés d'un rayon vrac. Ça, c'est le chiffre en France, mais il est sensiblement similaire sur la région Occitanie. On a 330 magasins bio avec un rayon vrac en 2023 en région Occitanie. 78 commerces spécialisés vrac, donc ça c'est ce qui en fait la 9e région, comme on voyait précédemment. Et puis 25 fournisseurs de produits vrac transformés ou prestataires de services. Là, ça c'est le chiffre issu de nos adhérents. En fait, c'est assez difficile d'évaluer exactement combien il y a de fournisseurs spécialisés vrac, en tout cas qui proposent une offre vrac. Mais au sein des adhérents de Réseau Vrac, on sait qu'il y en a 25 en région. Et donc le détail. Ah non, c'est pas encore là. Je pensais que c'était juste après. Donc, sur la répartition des commerces, vous allez avoir 12 commerces en ligne. On les appelle commerces vrac, enfin, on les met dans notre catégorie des commerces vrac, mais si vous aviez bien compris la définition de la vente en vrac, c'est pas vraiment du vrac dans le sens où, comme c'est en ligne, c'est préconditionné et donc il n'y a pas le choix de la juste quantité. Donc, on ne peut pas vraiment appeler ça du vrac. Mais comme ils sont adhérents de l'association, on les met dans nos listings et ça reste un commerce un peu alternatif et qui permet de réduire les emballages et qui se rapproche fortement des enjeux du vrac, mais on n'est pas dans le vrac au sens de la définition. Juste pour préciser quand même. On a 15 commerces ambulants, donc ça va être du service assisté pour le coup, donc on ne va pas pouvoir se servir soi-même, mais on va demander à son commerçant d'avoir tant de grammes de pâtes, tant de grammes de riz par exemple. Et les commerces fixes qui représentent la majorité, comme c'est le cas en France, là c'est très représentatif, qui sont un petit peu partout dans le département, enfin dans la région. Et c'est souvent des produits locaux et biologiques qu'on retrouve dans ces commerces-là. On a fait une étude dessus qui est téléchargeable sur notre site internet si ça vous intéresse, où on voit qu'en fait, la plupart des commerces vrac ont pas seulement le souhait d'être des commerces qui permettent de réduire les déchets, le gaspillage, mais vraiment d'être vertueux sur toute la ligne et donc d'avoir aussi une offre de produits qui est la plus vertueuse possible, avec beaucoup de local en priorité et ensuite des produits bio. Et voilà, il est là mon détail de la région. Donc, pour vous donner une petite idée d'aujourd'hui à quoi ça ressemble le maillage régional. Quand on regarde par densité d'habitants, par commerce pour le nombre d'habitants, c'est les régions du Lot et de la Lozère qui sont les plus mieux dotées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de commerces, il y en a 6 dans le Lot et 3 en Lozère, mais c'est des départements où il y a une densité de population plus faible, et donc c'est là où il va y avoir le plus fort nombre de commerces spécialisés vrac par habitant. Ensuite, on va avoir les régions de l'Hérault, de l'Aude et de la Haute-Garonne, donc là où on retrouve les grandes villes de Montpellier et de Toulouse, qui sont là où il y a le plus de commerce vrac et aussi les deuxièmes régions où il y a le plus de commerce vrac par habitant. Et puis ensuite, on va avoir les autres, Tarn-et-Garonne, Pyrénées, Pyrénées-Orientales, etc. Et celles où il y a la plus faible densité, en fait, il n'y a qu'un commerce vrac par département sur ces territoires-là. C'est l'Aveyron, le Gers et l'Ariège. On va retrouver qu'un seul commerce vrac. Donc évidemment, même si ce sont des départements plus ruraux, un seul commerce vrac, c'est pas beaucoup pour ces départements-là. C'est une région assez dynamique, il y a encore pas mal de projets. L'année dernière, on a eu 12 ouvertures et il y a 7 porteurs de projets dans la région encore. Avant la crise Covid, on avait beaucoup plus de porteurs de projets au global, mais comme vous avez compris, le marché étant un petit peu plus compliqué en ce moment, ça a aussi découragé un certain nombre de porteurs de projets, mais là, il y en a toujours un certain nombre. Donc voilà, c'est une filière, une région en tout cas où il continue d'y avoir un certain dynamisme. Et comme je le disais, qui a aussi rattrapé du retard parce que il y a quelques années, c'était beaucoup moins important le nombre de commerces vrac et ça se classait parmi les dernières régions en termes de densité de commerce par habitant. Voilà, j'en ai fini. Je vais passer la parole à Benoît de la région Occitanie. Je ne sais pas si on prend les questions maintenant ou à la fin. C'est ce que j'allais proposer parce que là, Chloé, tu as apporté une somme d'informations assez colossale au niveau national et au niveau régional.
Donc, peut-être que ça éveille un certain nombre de questions parmi les personnes qui sont présentes. Donc, n'hésitez pas, on peut se prendre 5-10 minutes, même un quart d'heure, effectivement, de questions-réponses, si vous en avez pour Chloé, avant d'enchaîner sur la deuxième partie. Alors, par contre, vous avez des micros à chaque place. Je ne vous l'ai pas précisé au début, mais c'est important. Comme l'audio est enregistré, si vous pouvez appuyer effectivement pour activer votre micro quand vous posez la question, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, Bénédicte Dupré-Ticmiam. Juste, Chloé, vous me confirmez, les chiffres que vous avez donnés pour la région Occitanie, c'est vraiment juste à partir de vos adhérents? Alors, ceux sur les fournisseurs, oui. Pour les commerces, non, c'est au global. C'est au global. Oui, c'est au global. Ouais. Grâce à une veille qu'on tient, en fait, on arrive à avoir ces chiffres-là. D'accord. Oui, parce que je suis un peu surprise de ces chiffres-là, parce que je connais un certain nombre. Donc, et du coup, je me posais la question, à partir de quel moment vous ressentiez un commerce comme vrac et pas vrac? Parce que est-ce qu'il suffit qu'il ait 3 distributeurs ou est-ce que c'est un peu entier? Voilà, j'étais un peu surprise de certains chiffres. Oui, c'est une très bonne question. Nous, donc, du coup, dans la veille qu'on tient pour les commerces spécialisés vrac, en fait, on considère qu'un commerce spécialisé vrac à partir du moment où l'offre vrac est supérieure à l'offre préemballée, tout simplement. Donc, généralement, nos commerces, il y a très peu de commerces 100% vrac en France, il faut le savoir, qui font que du vrac. En fait, c'est quasiment uniquement les magasins day by day. Mais en revanche, après, la plupart, ils vont être à 80-90% de vrac VS préemballé. Avec la crise Covid, il y a beaucoup de commerces, enfin, je dis crise Covid, mais en fait, ce n'est pas sur le côté sanitaire, mais la crise économique que ça a pu engendrer pour les commerces à la suite. Certains sont revenus sur un peu de préemballé, notamment pour les références qui n'existent pas encore en vrac, vendre des soupes, des sauces tomates, des briques de lait. Avant, il y avait beaucoup de commerces qui ne le faisaient pas parce qu'ils voulaient vraiment être sur une offre quasiment 100% vrac. Aujourd'hui, on se rend compte que le consommateur, il a vraiment envie de faire toutes ses courses au même endroit, de ne pas perdre de temps. Donc, il y a beaucoup de commerces qui sont revenus à une certaine offre préemballée afin de pouvoir proposer le maximum de choses. Donc, voilà. Mais en général, nous, on considère un commerce vrac à partir du moment où l'offre vrac est supérieure. Oui. Du coup, merci pour ces éléments et puis la redéfinition du vrac. Ça m'amène simplement à la question effectivement des synergies à faire avec plutôt ce qui est des réseaux de consignes. Et je pense notamment au commerce entre professionnels. Par exemple, qui va vendre des fruits à peut-être des épiceries vrac. La gestion, si on voulait supprimer ces emballages-là, est-ce que c'est quelque chose que Réseau Vrac va effectivement entreprendre? Est-ce qu'elle laissera ça au réseau consigne? Comment est-ce que finalement des liens sont faits entre ces structures-là? Quand vous dites les emballages, on parle des emballages amont, c'est-à-dire des emballages de livraison entre le… Ouais, ok. Absolument. Eh ben, ça, c'est une très bonne question. En fait, c'est quelque chose qu'on a adressé il y a quelques années. En 2019, on s'est penché sur cette question-là. On a fait des groupes de travail avec la question comment réduire les emballages entre le fournisseur et le distributeur. Et ça, ces groupes de travail, ils ont mené un projet assez ambitieux en région Île-de-France qu'on a intitulé le Hub Vrac. Donc, le Hub Vrac, c'était quoi? C'était une sorte d'interface qui permettait de faire de la consigne pour les emballages amont. Donc, globalement, comment ça fonctionnait? Ça a été une expérimentation qui s'est déroulée sur un peu plus de 6 mois en 2021. Et donc, on a choisi juste la région Île-de-France parce que c'était plus simple de se limiter à un territoire pour faire l'expérimentation. Donc, en fait, ce qui se passait, c'est que les commerçants ils pouvaient commander auprès d'un certain nombre de fournisseurs sélectionnés dans le cadre de l'expérimentation. Les fournisseurs, ils envoyaient en big bag, donc en très très gros contenant, encore plus gros que ce qui est livré dans les commerces vrac. Ils envoyaient leur fourniture et ça arrivait dans un entrepôt logistique où là, c'était reconditionné dans des bacs en plastique réemployables. Les bacs étaient livrés aux commerçants en fonction de ce qu'ils avaient commandé. Et une fois qu'ils avaient terminé de vider les bacs et qu'ils recommandaient, en fait, à ce moment-là, le camion qui les livrait reprenait les bacs, les amenait à un laveur et s'était renvoyé à l'entrepôt logistique pour être reconditionné, etc. Donc, nous, on a testé sur 3 boucles. Donc, il y a eu 3 passages de bacs. Ça s'est soldé par quelque chose de très positif. Les indicateurs environnementaux étaient au vert. On voulait aussi vérifier la praticité et pour les commerçants et pour les fournisseurs, vérifier que c'était pas les commerçants, quand on avait fait les groupes de travail, nous disaient nous on veut bien, mais il faut pas que ça prenne de place dans la boutique parce qu'on a des tout petits locaux. Donc si on commence à avoir des stocks et des stocks de caisses, on va pas s'en sortir. Et donc ça s'est révélé pratique. Par contre, pourquoi ça n'a pas duré dans le temps? C'est qu'en fait les indicateurs économiques étaient très mauvais. Après c'était une petite expérimentation, donc c'était des volumes très faibles, mais
le coût du reconditionnement, du transport, du lavage, ça ajoutait un coût énorme au produit. Ça ajoutait peut-être, je ne sais plus exactement, mais ça ajoutait 5-6 euros sur le produit global. Donc, c'est beaucoup, surtout pour des produits genre des pâtes, quoi. Ça allait forcément impacter le consommateur. Donc, malheureusement, en fait, pour l'instant, ce type de projets, on sait que ça marche, mais il y a besoin de trouver un modèle économique pertinent. Voilà, donc on n'a pas baissé les bras là-dessus, mais là, au vu des problématiques que rencontrent les commerces vrac actuellement et des problématiques d'inflation, c'est très compliqué à mettre en place tant qu'il n'y a pas un modèle économique viable. Pour information, on a mené, nous, une expérimentation aussi à Toulouse, Okay. alors sur le fruit et légumes essentiellement. Ouais. Par contre, en termes de modèle économique, il y a des choses effectivement à trouver et des raccourcis à prendre hein, sur justement éviter le reconditionnement, etc. Ouais. Et on sera ravis d'en discuter. On pourra en parler, ouais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, c'est le moment. S'il n'y en a pas d'autres, moi j'en ai une, Chloé, pour toi, ton attention. Alors, d'une part, sur le nombre d'acteurs que tu as évoqués, de distributeurs, quelle est la part où situes-tu les commerces en drive? Voilà. Est-ce que c'est dans les commerces en ligne? C'est ce que tu évoques? Oui, c'est ça. En fait, nous, on met dans commerce en ligne à la fois le côté livraison directe chez le consommateur et drive click and collect. Et ma deuxième question, elle est sur les difficultés qu'ont pu rencontrer ces enseignes-là, notamment Drive, actuellement, qu'elles ont pu rencontrer et qu'elles rencontrent encore aujourd'hui. Quelles peuvent être les explications de ces difficultés et peut-être des idées de solutions justement pour ce type de commerce? Et ont-ils leur place tout simplement? Est-ce que le modèle économique le permet? Ça dépend vraiment des enseignes. Ici, en Occitanie, il y a le Drive tout nu qui est quand même un exemple vraiment de succès. Pour le coup, ils ont réussi à se développer un peu partout en France. Ça a été très efficace. En revanche, effectivement, il y a d'autres structures pour lesquelles ça a été plus compliqué. On n'a pas forcément, c'est assez difficile de trouver des explications pour ce type de commerce parce qu'à côté de ça, en France, il y a eu quand même un boom de ce type de consommation. Mais c'est très certainement des problématiques de prix. VS, un drive classique, les prix vont être un petit peu plus élevés. Et après, il y a l'implantation qui va jouer. Est-ce que le commerce, il est connu? Est-ce qu'il est bien situé? Est-ce qu'il est pratique? Voilà, on n'a pas fait une analyse poussée pour chaque cas. Mais effectivement, en fait, c'est assez... il y a vraiment une polarisation. Enfin, d'un côté, il y a ceux qui fonctionnent très bien et qui arrivent à se développer, et de l'autre, ceux qui échouent un petit peu à vraiment passer la première année. Mais c'est très difficile de trouver encore des explications sur le sujet. Pour les épiceries fixes, on commence un petit peu à voir, et encore, ça dépend de chaque commerce, mais il y a des sources d'explications. Autant pour le drive, c'est un petit peu plus compliqué d'avoir quelque chose de très clair qui se distingue. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour tous les éléments que vous avez présentés. Moi, j'avais une question, c'est juste sur les actions de sensibilisation que vous menez. On voit que les deux principaux éléments qui poussent un consommateur à acheter vrac, ça va être le prix et la réduction des emballages. Mais est-ce qu'au niveau des facteurs limitants pour l'essor du vrac, il n'y a pas aussi juste le fait de être davantage sensibilisé à la qualité des aliments, être davantage en mesure de travailler des produits bruts et de moins consommer transformés? Et du coup, quels sont vos liens avec des associations qui font de la sensibilisation aussi à ce niveau-là, ou des actions que vous pourriez mener, vous, par ailleurs? Merci pour la question. Alors nous, là-dessus, comme je le disais en début de présentation, c'est quelque chose qui est très nouveau pour nous de faire de la sensibilisation. Comme à la base, on est une association professionnelle, au début, l'objectif, c'était vraiment de se dire il faut que les professionnels soient bien formés, et ensuite, on pourra parler aux consommateurs une fois que les professionnels seront prêts quelque part. Et puis, en fait, on a accéléré le volet sensibilisation parce que justement, il y a eu la crise qui s'est déclenchée, et on s'est dit, c'est notre rôle aussi d'aller sensibiliser le consommateur pour qu'il revienne en boutique. Et sur les aspects produits non transformés, qualité du produit, etc., c'est des choses sur lesquelles on essaye d'axer aussi, oui, en plus de tout ce qui va être choix de la quantité et prix. Maintenant, on sait que c'est quand même moins l'argument de base qui va toucher le consommateur. Enfin, ça va toucher un type de consommateur, mais pas tous. Donc, on le cite parmi les avantages. C'est pas forcément ce sur quoi on appuie le plus, mais
mais on le cite parmi tous les avantages qu'il y a. Et on ne travaille pas encore tellement avec d'autres types de structures pour la sensibilisation, un petit peu dans le cadre d'événements ponctuels. Après, avec des structures qui sont plus liées à tout ce qui va être réduction des déchets, on travaille beaucoup avec Zero Waste France et ses groupes locaux. On a aussi travaillé avec une association qui s'appelle Écosciences Provence, qui travaille aussi au niveau national, pas juste dans le sud. Mais c'est vrai que c'est un petit peu plus ponctuel. On débute, quoi. Mais pour le mois du vrac, qu'on organise du coup tous les ans, là, on va vraiment, cette deuxième édition est un succès et on va pouvoir commencer tous les ans à engager le plus d'acteurs possible. Et donc, plein d'associations différentes qui travaillent sur le mieux manger, sur le mieux consommer et pouvoir lier en fait tous les enjeux du vrac avec ce type de structure-là. Mais nous, on veut sensibiliser toute l'année, mais surtout faire le temps fort de communication sur ce moment-là du mois du vrac. Donc voilà, c'est pareil, si ça vous intéresse, on peut en discuter pour l'année prochaine. Eh ben, merci. Une nouvelle fois, Chloé. Et pour vos questions, du coup, c'est à mon tour de prendre le micro. Donc, c'est vrai, je ne me suis pas présenté, Benoît Thierry. Donc, je travaille à la direction de la transition écologique et énergétique avec Philippe au service déchets économie circulaire. Donc, c'est moi qui ai porté l'élaboration et le suivi actuellement de la mise en œuvre du plan plastique qui a été évoqué tout à l'heure, avec un axe important autour de la réduction des emballages à usage unique, effectivement, qui a accouché en fait de ce dispositif PAC zéro emballage et qui a permis, alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de bénéficiaires dans l'hémicycle, mais qui a permis d'accompagner un certain nombre d'acteurs. Vrac et consigne, puisqu'on est bien sur ces deux axes. Évoquer le sujet consigne, effectivement, sont souvent intimement liés, ces sujets-là. Donc voilà, au-delà de ce dispositif qui est né en 2021, on s'est dit il faut qu'on aille plus loin maintenant. Il faut qu'on essaie de travailler ensemble, tous les acteurs du vrac en Occitanie, enfin tous, ils ne sont pas dans cette pièce, mais on essaie d'en rassembler un maximum pour faire émerger des actions collectives qu'on pourra mener pour essayer d'accélérer les choses en région. D'où effectivement la volonté politique de lancer ce réseau régional du vrac en Occitanie. Et pour débuter, donc on a consulté Réseau Vrac en fin d'année dernière. On s'est dit on doit s'appuyer sur votre expertise pour monter ce réseau régional. Et on s'est dit on va commencer comment? On va commencer par vous soumettre un questionnaire pour savoir un petit peu quels étaient les sujets sur lesquels vous vouliez qu'on travaille ensemble. Et là, la manette, je vais... Merci Philippe. D'où effectivement ce questionnaire qui a été adressé en début d'année 2023. Alors, on l'a envoyé aux personnes qu'on connaissait, les bénéficiaires du PAC, les adhérents de Réseau Vrac et toute une série d'acteurs que l'on connaissait venir graviter sur cette filière du vrac. Mais bien évidemment, on a bien conscience que notre base de données est très très loin d'être exhaustive. Donc, on a lancé ce questionnaire et on avait laissé donc 6 semaines pour répondre. On a eu au final près d'une centaine de répondants, donc ça commence à être représentatif quand même des acteurs en Occitanie. Alors dedans, c'est quoi? C'est des producteurs-fournisseurs à 43% finalement, on peut arrondir, des distributeurs dans les mêmes proportions, et puis autres, en fait, il va y avoir un certain nombre d'acteurs qui sont peut-être les deux, distributeurs, fournisseurs, distributeurs, un équipementier aussi. Donc voilà un petit peu la typologie des acteurs qu'on a pu répondre à ce questionnaire. Et ce qu'on voulait, c'était effectivement mieux comprendre le besoin, comme je vous l'ai dit. Et on a proposé un certain nombre d'items. Qu'est-ce que vous attendez de l'animation du réseau régional? Quelles sont vos attentes quant aux apports de ce réseau? Et comme vous voyez, c'est assez bien ventilé. Il n'y a aucun item qui... Ah si, il y en a un, le dernier. C'est autre, en même temps, c'est assez logique. Il y a eu très peu de réponses, mais en tous les cas, on avait visé relativement juste quand même sur les items qui étaient proposés. L'histogramme le montre, mais en tous les cas, il y a 4 items importants qui sont ressortis, comme vous le voyez ici. Donc, ce sujet de la sensibilisation citoyenne pour donner envie de se convertir au vrac, ça a été évoqué et on va y revenir tout de suite. Aider à lever les freins au développement de la gamme vrac. Monter en compétences. Ça, c'est aussi quelque chose qui est remonté à de nombreuses reprises. On veut se monter en compétences, aussi bien sur des sujets juridiques que sur des sujets techniques sur le vrac. Donc, on a cette attente-là. Et enfin, donc, favoriser l'accessibilité au plus grand nombre par de l'information. Donc, on rejoint la sensibilisation, mais là, on va un peu plus loin puisqu'il y a une question de coût, il y a une question de maillage aussi.
qui fait qu'on se pose des questions de comment offrir l'alternative vrac à un maximum de citoyens en Occitanie. Hop, voilà. Donc, on bascule du coup maintenant sur le temps d'atelier. Donc, on a 3 ateliers qui vont vous être proposés. Alors, on avait un peu plus d'une quarantaine d'inscrits, donc on avait prévu 3 ateliers. Je crois qu'on va rester sur cette configuration-là, même si les ateliers, finalement, on sera à peu près une dizaine de personnes. Mais bon, on va rester sur ces 3 thématiques et on va se ventiler comme ça. Donc, un atelier en rôle, ça varie, où on a pris le café, c'est moi qui vais l'animer, sur comment construire ce réseau d'acteurs. Et 2 ateliers qui se dérouleront. Donc, vous allez passer par la porte latérale en salle Gascogne, l'un animé par Chloé sur les leviers, les freins, pour développer le vrac en région. Et Cécilia, qu'on n'a pas vu pour l'instant, mais qui va accompagner, qui va animer le dernier atelier, toujours dans cette salle Gascogne, autour de la communication et sensibilisation, justement, un sujet dont on vient de discuter. On avait prévu, donc, du coup, 1h10 d'atelier. Je pense qu'on a glissé un petit peu de 10 minutes. On peut rester sur 1 heure d'atelier. Je vous propose, donc on va aller très rapidement. On se donne 5 minutes si... Donc, nous, on a participé à l'atelier 1 avec une première question qui était un réseau vrac, c'est quoi? Et donc, je vais vous lister à l'après-vert ce qu'on imagine derrière ce réseau, enfin en tout cas ce que les participants imaginent. Il y avait d'abord bien sûr la question d'apprendre à tous se connaître à échelle Occitanie, l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Faire un état des lieux, à la fois des freins, des opportunités pour chacun et des besoins. Et puis, ça a été dit à plusieurs reprises, passer au concret très rapidement avec des échanges, des partages de retours d'expérience et puis des expérimentations à différentes échelles, c'est-à-dire entre 2 ou 3 acteurs ou peut-être l'ensemble des acteurs du réseau, mais très rapidement à passer à du concret pour éviter l'effet un petit peu plouf du réseau, pour le pérenniser dans la durée. On sait tous que le temps, finalement, on en a assez peu chacun à consacrer, donc il faut être efficace. Et du coup, ce réseau, par la même occasion, doit savoir être agile, s'adapter sur les formes, la fréquence, les outils pour pouvoir mieux travailler ensemble. Le réseau doit permettre aussi à chacun d'avoir une idée claire sur les soutiens financiers de l'ADEME, de la région et puis tout autre accompagnateur. Il doit aussi permettre de bénéficier d'une communication régionale auprès notamment des consommateurs et puis avoir peut-être un rôle de lobbying, mais là, voilà, avoir sous quelle forme et auprès de qui. La deuxième question auquel on devait répondre, c'était quel acteur associé. Et donc là, bien sûr, l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, donc les producteurs, les logisticiens, les metteurs sur le marché au sens large. Donc là, il y avait les transformateurs, les industries agroalimentaires, les distributeurs, les coopératives, bien sûr les grandes surfaces. Et puis après, les restaurateurs, traiteurs, métiers de bouche. On a aussi évoqué le mine, on a aussi évoqué les consommateurs à intégrer dans ce réseau, mais à voir sous quelle forme, avec peut-être des associations de consommateurs. Les institutionnels, les chambres consulaires, tout ce qui est accompagnement au projet. Les collectivités qui portent aussi des programmes d'alimentation territoriale. Qu'est-ce qu'on a aussi dit? Les acteurs de la formation et les tiers-lieux.
Voilà, sans bien sûr, voilà, c'est des idées à l'après-vert. Bien sûr, on a eu le temps de creuser aucune de ces propositions. Et puis après, sur les outils ou formes de rencontres, etc., alors c'est se voir, mais attention à la taille de la région Occitanie, très grande région, donc voir sous quel format se voir justement, à distance ou en visuel. Il y a eu nos propositions d'outils numériques partagés avec l'idée, par exemple, de speed meeting à distance. Expérimenter, bien sûr, ça a été rappelé. Partager les retours d'expérience sous forme de webinaire, par exemple. Le rôle clé de l'animation pour, bien sûr, pérenniser ce réseau dans le temps. La proposition de groupes de travail communs, peut-être, qui pourrait être aussi une alternative. Et puis voilà, après une question ouverte qui a été soulevée à la fin, c'est finalement, on parle de réseau VRAC, mais on voit très bien que c'est intimement lié au sujet de la consigne. Donc, est-ce que ce réseau devrait être plus large, sachant qu'aussi on connaît les acteurs de la consigne en région Occitanie et qui sont aussi présents aujourd'hui. Donc, à voir sur l'intitulé, le périmètre pour ne pas se limiter. Est-ce que ça serait plutôt un réseau du zéro déchet lié à l'alimentation? Voilà, question ouverte. Et pas que l'alimentation, oui, on a bien vu ce matin qu'il y avait aussi la cosméto, etc. Donc, c'est vrai. Voilà. Merci. Vous avez des questions sur cette... Alors, la question était quelle communication et sensibilisation à destination des consommateurs? Donc, on a avant tout essayé de se mettre dans la place d'un consommateur. Le premier travail a été d'identifier les moyens de communication que l'on connaissait, que l'on recevait dans les boîtes aux lettres et qui pouvaient être à destination des consommateurs. Donc, nous avons identifié la communication écrite, papier, avec le journal de la région, la lettre du maire, les journaux des communautés de communes, des maisons de région. On a aussi identifié les réseaux sociaux et tout le travail des influenceurs. Donc là, tous les consommateurs sont touchés par la communication des réseaux sociaux, y compris les jeunes. Et en milieu rural, il y a la communication sur les panneaux lumineux via des phrases courtes. Et donc, comment le consommateur peut être interpellé par cette communication-là. Le deuxième moyen travail était autour de l'inspiration. Donc, qu'est-ce qui existe et comment on peut se l'approprier sur la communication. Donc, les outils existants, il y a de la cartographie. Dans quelle épicerie je peux trouver où se situe le réseau VRAC. Donc, travailler autour de la cartographie existante. On a regardé aussi un petit peu ce qui se faisait en termes d'éducation au changement. Donc, l'éducation au changement, elle se fait dans les établissements scolaires. Il faut continuer à l'accompagner, mais il y a aussi, dans cette éducation, il y a les défis qui sont mises en place sur des opérations spécifiques, au même titre que l'ADEME avait organisé les défis par rapport à l'énergie, l'amélioration des pratiques énergétiques. Actuellement, par exemple, le réseau CIVAM fait les défis défis foyer, famille, alimentation positive. Donc, ce sont les défis comment consommer bio, la part du bio dans l'alimentation. Donc, est-ce qu'on ne peut pas lancer un défi aussi au titre de l'utilisation du vrac? Voilà. Donc, ça, c'était cette réflexion. Et le dernier point de travail était autour des messages à faire passer. Donc, pour le consommateur, quel type de message on doit travailler? Le premier mot que moi j'ai retenu, c'est le côté praticité. L'utilisation du vrac, est-ce que c'est vraiment plus pratique et comment on le rend pratique? Et le mot pratique, voilà. L'idée aussi était dans la communication de faire attention à ne pas culpabiliser parce que très souvent le matin, on se culpabilise de plein de choses et les messages sont souvent culpabilisants. De regarder l'impact environnemental, l'utilisation du vrac dans l'impact environnemental et comment on peut le quantifier, le mesurer. Quel est l'outil d'évaluation, l'outil de mesure? Est-ce qu'il est financier? Est-ce qu'il est en termes de déchets? Est-ce qu'il est… voilà.
et toujours le mot éducation dans le message à faire passer à tous les niveaux. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Merci. C'est plus une suggestion, mais c'est ce que j'ai évoqué au sein de notre groupe de travail, qui n'était pas la thématique. C'était moi, je trouverais ça intéressant de se rapprocher de tout ce qui est fait sur la sobriété. Aujourd'hui, elle est phagocytée par la sobriété énergétique à court terme et d'urgence. Sauf que la sobriété, c'est quelque chose de voulu, pardon. Et ça peut être un écho à… Alors, les deux causes peuvent se servir l'une l'autre. C'est que le vrac peut être un très bon exemple de sobriété pour tout ce qui est économie circulaire. Et donc, la sobriété a besoin d'exemples concrets. Donc, le vrac peut être un très bon exemple. Et tout ce qu'il y a à apprendre peut-être dans tout ce qui se fait aujourd'hui sur la sobriété, c'est le travail sur changer les imaginaires, etc. Et donc, ça peut rebondir sur le sujet de la culpabilité. Voilà. Donc, je pense qu'il y a du bon à apprendre sur cette notion qui se développe à échelle territoriale et multithématique, en fait. Voilà, je soulève, je n'ai pas la solution. Mais… Vous avez parlé tout à l'heure des foyers à l'alimentation positive, l'expérimentation qui est faite avec Toulouse Métropole. La Métropole a également lancé un autre marché de ce type-là qui est porté par l'association Zero Waste à Toulouse et l'association Faire Eco, qui s'appelle Mon Foyer Zéro Déchet et qui est justement tourné vers les alternatives aux emballages, etc. Donc le vrac, le compostage et autres, mais en tout cas pour peut-être s'en inspirer et le développer sur d'autres territoires. Il y a d'autres collectivités en Occitanie, forcément de plus petite taille, qui ont initié la même démarche, voilà, sur des approches très, très, très territoriales et co-construites par des réseaux d'acteurs locaux et impliqués sur ces sujets-là. J'ai participé à un webinaire sur la consigne en restauration et en fait, il conseillait vraiment pour les consommateurs de le proposer systématiquement. C'est tout bête, mais en fait, juste le proposer, ça permet de communiquer et sensibiliser le consommateur, même s'il ne le fait pas tout de suite, on plante la graine. Et aussi pour justement faciliter la transition, faire du 50-50. Donc pas directement passer en 100% vrac ou consigne, mais vraiment faire du 50-50 pour montrer que c'est possible, pour que les gens puissent essayer. Et surtout, il y a des restaurateurs en fait, qui avaient déjà une clientèle qui ramenait son contenant. Donc il n'y avait pas besoin de forcément proposer des emballages directement pour l'entreprise. Alors nous, ce que l'on avait identifié quand même dans notre groupe de travail, c'était sur la praticité. On s'aperçoit que le contenant, il y a vraiment besoin de clarifier le contenant parce qu'on s'aperçoit que dans certaines surfaces, si vous arrivez avec votre contenant, il n'est pas agréé, il n'est pas accepté. Donc, il y a vraiment cette information à travailler autour du contenant et la praticité du contenant et quel contenant est éligible ou pas, reconnu ou pas, pratique ou pas. Il me semble que Zero Waste, on parle justement, ils ont vraiment des bons supports de communication et ils parlent des réglementations des contenants, pour la restauration en tout cas. Effectivement, alors juste pour rebondir sur la communication, le fait d'inviter les parties prenantes, j'ai été étonné aujourd'hui de ne pas voir de personnes de la métropole. Je ne sais pas s'ils ont été invités ou pas, aussi peut-être du département. Mais en fait, on a tendance souvent à travailler en silo et je comprends que chacun a son territoire, etc. Pour autant, quand on travaille en local, ça me paraît important de voir aussi qu'est-ce qui est fait par les différentes institutions. Et je ne sais pas s'ils ont été invités. Si ce n'est pas le cas, c'est dommage. Si c'est le cas, c'est dommage que ça ne soit pas venu. Alors, les collectivités, et j'en veux pour preuve le SICOVAL qui est là, hein, qui sont nos partenaires effectivement du quotidien, ils reçoivent toutes nos informations. Donc, soyez sûrs que les EPCI, donc communautés de communes, d'agglo, métropole et ainsi de suite, ont reçu l'invitation. Tout comme nous, je pense et comme vous, on a plein de choses à faire. Effectivement, ils n'ont pas trouvé forcément cette question forcément prioritaire, mais en tous les cas, bien évidemment, là pour le coup, autant pour Zero Waste, je me suis trompé peut-être, mais pour les métropoles, c'est sûr qu'ils s'étaient conviés. Donc, nous, on était dans le groupe identifier les leviers au développement du vrac en région et comment les résoudre.
Donc, on a travaillé d'abord sur les freins. Qu'est-ce qui bloque sur le développement du vrac en région, mais au global aussi. Donc, il y a eu notamment la question de l'espace qui a été évoquée, à la fois l'espace dans les réserves pour stocker tout ce qui allait être les contenants, les emballages amont, mais aussi l'espace en rayon, parce que mettre des silos, ça prend plus de place que mettre des petits paquets les uns à côté des autres, donc on perd de l'espace pour proposer de l'offre. Et d'ailleurs, il y a aussi une question sur l'offre restreinte qui est sortie, sur le fait que il n'y a pas forcément encore tous les produits qui peuvent être vendus en vrac aujourd'hui, et ce manque d'espace ne rend pas forcément possible la même offre que dans un supermarché classique avec du préemballé. On a également beaucoup de choses sur la logistique qui sont ressorties. Les contraintes de multiplicité des modèles logistiques qui existent avec plein de gens qui font des choses dans leur coin, mais c'est pas encore trop harmonisé malheureusement et ça donne beaucoup de contraintes, même ne serait-ce que d'un point de vue environnemental avec beaucoup de circulation de camions. Il y a également eu la question de la communication, comment faire pour mieux communiquer, notamment pour les marques en l'absence de packaging, et puis sur même les qualité du produit qui sont souvent vertueuses en vrac mais qui ne ressortent pas parce qu'on a une absence de packaging et puis essayer d'être en tout cas d'avoir plus de pédagogie, ce qui est encore relativement restreint aujourd'hui sur le vrac. Un autre aspect qui est ressorti, c'est les difficultés d'adaptation de la commande publique avec une harmonisation à prévoir, dans le sens où aujourd'hui, il n'y a pas forcément, en tout cas pour les fournisseurs, c'est assez difficile de s'insérer dans la commande publique du vrac. Le modèle économique, bien sûr, le fait est que le vrac n'est pas encore vraiment massifié, donc il y a peu de volume. Donc, c'est assez contre-intuitif, mais ça peut coûter plus cher. Et on se posait la question de savoir s'il y avait besoin de faire des incitations ou de la contrainte pour aider les acteurs à s'y mettre un petit peu plus rapidement. La question de l'hygiène et de la sécurité du consommateur s'est posée, donc avec l'enjeu de former les professionnels et de rassurer les consommateurs. Lever les a priori sur le vrac qui sont encore nombreux et puis le service et la praticité. Aujourd'hui, le vrac, on en parlait dans la présentation, mais n'est pas toujours pratique avec des bocaux encombrants, un service pas intuitif, etc. Ça, c'était pour les freins. Ensuite, on a parlé des leviers. Dans les leviers ressortis, il y a eu les aspects de la communication. Donc, essayer de mieux communiquer sur les vertus du vrac et notamment l'impact environnemental positif qui n'est pas forcément assez mis en avant. Communiquer aussi sur les bonnes pratiques. Alors, tout ça, c'est pour le cas de la commande publique spécifiquement, mais voilà, pourquoi pas organiser des restitutions de bonnes pratiques qui sont menées dans certaines cantines scolaires avec des témoignages de collégiens et lycéens. Une personne du groupe disait que c'était souvent des témoignages très positifs, qu'ils étaient très contents en général, donc ça pouvait être très intéressant de les mettre en avant. Des subventions et des aides, notamment pour travailler sur le développement économique de la filière, sur les aspects modèle économique, d'avoir un petit coup de pouce pour aider les acteurs à travailler là-dessus. Sensibiliser les élus, former. Alors, il devrait y avoir. Alors ça, nous, on est très contents d'entendre ça chez Réseau Vrac, mais il devrait y avoir des formations à l'hygiène obligatoires pour tous les professionnels, et l'homogénéisation de la logistique, le fait de rassembler, mutualiser, d'avoir tous les mêmes pratiques pour faciliter les modèles. Et aussi d'avoir une cohérence dans le discours, c'est-à-dire que c'est bien beau de dire il faudrait faire plus de vrac, etc., mais derrière, il faut que ça se traduise par des choses concrètes dans les faits. Et donc ça a amené à une liste de problématiques sur lesquelles on pourra être amené à retravailler davantage dans la suite des travaux avec la région, notamment dans le cadre des webinaires techniques. Donc dans les questions qui sont sorties, il y a comment optimiser l'espace disponible en commerce avec à la fois les réserves et les rayons, quel modèle logistique pour le vrac, comment standardiser, quelle communication sur le produit en l'absence de packaging, comment accompagner la commande publique vers plus de vrac, quel modèle économique pour le vrac, est-ce qu'il faut contraindre ou inciter les acteurs, l'hygiène dans le vrac, former les acteurs et démystifier, et comment sensibiliser au vrac, lever les a priori, comment optimiser l'offre vrac, comment l'augmenter, et en rayon vrac, comment faire s'il doit y avoir des arbitrages dans l'assortiment, lesquels faire, comment améliorer la praticité consommateur dans le service, le transport et le stockage, et enfin, question importante, comment soutenir les épiceries vrac existantes qui, en ce moment, on le sait, sont pour certaines en souffrance. Voilà, donc ça, c'est les problématiques qui ont été listées. Il y a eu des thématiques prioritaires qui ont été soulevées, voilà. Mais en tout cas, ça, c'est la liste exhaustive de toutes nos réflexions. Eh bien, on a du boulot. Ah, une petite question, oui. Je me permets d'insister juste sur quel vrac on veut développer.
Je me permets d'insister sur quel vrac on veut développer parce que, comme on l'a vu ce matin, enfin en début de matinée, le vrac, c'est principalement des magasins bio et des magasins spécialisés. Cette année, il y a énormément de Biocoop qui ont fermé. Les magasins vrac spécialisés ferment. Enfin, ils sont dans des situations économiques très compliquées. Et voilà, quelle est la volonté politique et comment on fait pour aider le vrac dans sa finalité. Pas que toute la filière en amont, mais vraiment la finalité, comment on fait pour aider les distributeurs aujourd'hui. Et merci effectivement d'avoir reposé cette question-là sur la table. La réponse ne va pas la porter là. Effectivement, nous, la région et les élus de la région ont souhaité mettre en place le pack zéro emballage. Il y a maintenant 2 ans pour aider les acteurs globalement de la filière du vrac et de la consigne. Le fait est qu'on est bien d'accord, certains sont en difficulté actuellement pour des raisons, je pense, conjoncturelles. Mais voilà, il faut effectivement essayer d'intervenir à différents niveaux pour inciter à la consommation du vrac, puisque c'est ça. De toute façon, si la clientèle n'existe pas, on peut aider tous les distributeurs ou tous les producteurs qu'on souhaite. De toute façon, ça ne fonctionnera pas. Donc, il y a un gros axe de travail effectivement autour de la sensibilisation et puis s'assurer effectivement du modèle économique au moment où on crée, on se lance, hein, le distributeur, l'épicerie se lance, avoir des certitudes, davantage de certitudes sur la pérennité. Je pense qu'il faut dire ça au modèle Biocoop aussi, parce qu'ils ont fermé je ne sais combien de magasins cette année. Pourtant, c'était un modèle qui fonctionnait. Effectivement, je ne vais pas vous apporter la réponse et Réseau Vrac ne va pas l'apporter non plus là. C'est des constats qu'on fait comme vous et puis si on est là aujourd'hui, c'est qu'on croit quand même qu'on peut collectivement effectivement essayer d'apporter des solutions ou des pistes de solutions en tous les cas. Voilà, si on a un petit peu glissé sur le timing, j'en suis désolé. Alors très rapidement, alors il y a des personnes effectivement qui ne sont pas là, donc on a prévu par l'outil Klaxoon de pouvoir contribuer à distance. Donc on adressera à vous en premier lieu, vous retrouverez dans le diaporama qu'on va vous diffuser et puis les personnes qui n'ont pas pu être là, ils pourront continuer à contribuer aux idées sur ces 3 ateliers. Je ne sais pas si vous êtes coutumier de cette application Klaxoon, mais ça permettra de... Ah ben voilà, merci Richard. L'affichage, c'est comme mural, effectivement, par un système de post-it, on vient apporter ces idées. Et puis tout de suite, puisque c'est aussi quelque chose qui a été clairement dit tout à l'heure, le retour d'expérience, c'est important. Donc on va laisser la parole effectivement aux acteurs du vrac impliqués en Occitanie pour venir partager un petit peu leur expérience. Et en premier lieu, on va demander à Julie d'Amstram Vrac de venir témoigner. Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Julie, je suis gérante de l'épicerie Vrac à Mozac, Amstram Vrac. Mozac, c'est à une demi-heure de Toulouse, du côté de Muret, pour ceux qui ne se situent pas. Et donc, je suis dans une zone un peu plus rurale qu'Amandine a ceci, cela. Désolée, je suis un peu impressionnée de tous les gens. Je n'imaginais pas qu'on serait quand même assez nombreux. Donc, j'ai fondé Amstram Vrac il y a 1 an et demi maintenant. Avec une offre vrac et locale. J'insiste sur le local parce que pour moi, ça va de pair et je privilégie toujours le local au vrac. On ne peut pas diminuer notre empreinte carbone en faisant venir du vrac de l'autre bout de la planète. Donc le local, pour moi, est très important. Pour revenir sur mon parcours, moi, je ne viens pas d'une filière vrac ou de gestion. Par contre, j'ai toujours consommé vrac, notamment à Toulouse, chez ceci, cela. J'ai mes parents qui sont agriculteurs, donc je connais bien aussi la problématique des agriculteurs. Et à la base, quand j'ai voulu créer Amstram Vrac, c'était pour amener une offre en milieu rural qui n'est pas existante de nos jours et privilégier la production locale. Sans forcément, déjà, on ne négocie pas les prix, nous, les épiceries Vrac. Et on représente... on est une plateforme entre guillemets qui permet aux consommateurs de consommer du local sans emballage. Donc on est vraiment dans un cercle vertueux. Je vais vous faire part de mon retour d'expérience au bout d'1 an et demi.
c'est très, très mitigé. OK, le vrac se développe, OK, très bien, les chiffres sont pas trop mauvais et les prévisions sont pas trop mauvaises. La réalité est tout autre. Les épiceries vrac, comme on vous disait, elles ferment. Elles ont plus de trésorerie, elles se payent pas ou très peu. Et c'est très compliqué pour nous. Moi, en zone rurale, je suis toute seule. J'ai pas d'élus, j'ai pas toute métropole, j'ai pas de communauté de communes. Je suis toute seule dans mon épicerie. Je suis dans une ville, un village où il y a 1000 habitants, où j'ai une problématique tout autre qu'en ville. Nous, les clients ne consomment pas vrac, ne sont pas sensibles à l'écologie. On a des clients qui prennent la voiture pour faire 1 kilomètre et aller chercher du pain. Donc, on sensibilise sur d'autres choses. Moi, j'axe beaucoup sur le local et le commerce de proximité, parce que sinon, en vrac, j'aurais déjà fermé. Je ne sais pas si je serai là aussi l'année prochaine. Ça, c'est l'avenir qui dira. Mais voilà, pour ceux qui ne connaissent pas les épiceries vrac, on travaille, enfin moi je travaille en direct avec plus d'une centaine de producteurs locaux. J'insiste sur ça, on ne négocie pas les prix, on ne fait pas de marge et on essaye de proposer l'offre la plus saine possible aux consommateurs, soit en bio, soit en raisonné, et la plus locale. Je suis à peu près à 95% de produits locaux en Occitanie, parce qu'en Occitanie, on a beaucoup de choses. Donc, on a la chance dans la région de pouvoir faire ça. Je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les régions. Quoi vous dire de plus? J'espère que les épiceries vont continuer d'augmenter. Je pense que les porteurs de projets ne s'installeront pas cette année et moi, personnellement, je ne le recommanderais pas. Là, nous, on attend de la région qu'elle nous aide. Pas en webinaire et pas en thématique. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Nous, on a besoin d'actions concrètes, de sensibilisation du consommateur, mais d'actions concrètes. Aujourd'hui, moi, ce que je peux remarquer dans mon petit village, c'est que les élus ne consomment pas vrac, ils ne consomment pas local. Les élus, ils vont à Intermarché, ils vont à Super U, ils consomment emballé. Et déjà, c'est un vrai problème pour moi. Ouais. Et ensuite, si les élus ne consomment pas, les clients ne consommeront pas non plus, ils ne montrent pas l'exemple. Donc, automatiquement, il y a un vrai problème. Donc, j'espère que la filière vrac va continuer. La loi climat, de toute façon, va dans ce sens-là et pas forcément qu'en GMS. Parce que là, actuellement, ce qui est en train de se passer, c'est que la GMS nous prend des parts de marché, pas forcément locales, donc ça ne touche pas qu'à nous. Ça touche aussi les acteurs locaux, les producteurs, les agriculteurs, qui à un moment donné, soit vont faire de la vente directe, soit vont fermer, en fait, parce qu'il y en a beaucoup aussi en difficulté, et qu'on va pouvoir pérenniser le vrac et, j'insiste encore, le local ensemble. J'avais envie de réagir plus que de poser une question. Moi, effectivement, en écoutant tout le temps, ce matin, c'est bon, ok, le vrac. Mais quand j'ai entendu, il faut mettre certains types d'acteurs autour de la table. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on défend en plus du vrac? Est-ce que voilà, c'est déjà une cause noble de défendre le vrac. Mais effectivement, je pense que la région, il faut qu'elle clarifie aussi son positionnement. Est-ce que c'est le vrac avec des gros opérateurs de la grande distribution? Parce que c'est quel modèle économique et social on défend derrière aussi cette question, cette entrée du vrac. Et là, je trouvais vraiment touchant le témoignage de Julie parce qu'on voit bien que moi, c'est ce que j'appelle le modèle de l'alimentation engagée. Voilà. Si demain, effectivement, massivement, avec le vrac, on travaille avec des grandes enseignes, on est d'accord, il y aura un effet volume bien plus immédiat, plus facile, mais qu'est-ce qu'on défend derrière? Ou est-ce que c'est le commerce de proximité? Est-ce que c'est l'alimentation locale? Et quel type d'alimentation? Donc voilà, le vrac, c'est un vrai sujet qu'il faut aborder, et puis le réseau le fait vraiment bien. Moi, je les ai déjà entendus à Natexpo et j'avais été assez bluffée par l'intervention, mais il n'y a pas que ça. Et je pense que, en tout cas, moi, c'est le regard un petit peu attentif que j'aurai sur l'initiative régionale et que vient de parfaitement illustrer Julie. C'est quelle voie, on ne peut pas tout aborder et quelle voie on veut choisir en priorité pour
pour que ce qui nous permette d'avancer dans un sens ne détruise pas autre chose de l'autre. Je voulais rebondir sur la notion d'épicerie en milieu rural. C'est une notion de service public que la collectivité devrait prendre en compte, puisque l'alimentation des populations est capitale. Aujourd'hui, nous avons des publics précaires dans tous les sens du terme, autant en alimentation qu'en énergie. Et donc, d'avoir un service d'épicerie en milieu rural, c'est un service public pour toutes les personnes. Et c'est la collectivité qui doit s'emparer de ce service-là. En milieu rural, il y a des épiceries qui sont gérées aussi par des collectivités territoriales pour le maintien de ce service. Et c'est capital parce que le modèle économique, et vous l'avez justement dit, n'est pas équilibré. C'est un complément de revenus. Si c'est une famille entière qui vit sur l'épicerie, ce n'est pas viable. Et ce n'est pas des... Il faut se dire les choses entre nous aujourd'hui, on est tous des techniciens. Donc, il faut que cette épicerie soit vraiment reconnue comme un service d'utilité publique. Oui, effectivement, je vais rebondir sur ça. Là, à l'heure actuelle, non, c'est pas reconnu comme ça. Je sais que j'ai quelqu'un à 30 km de chez moi, mais un peu plus vers le sud aussi, qui ferme là, au bout d'un an, parce qu'elle ne se paye pas. Et elle est dans un village, je crois, de 800 habitants. Les gens ne viennent pas. Moi, à Mozac, les gens ne viennent pas non plus. Les gens viennent d'ailleurs parce qu'ils sont sensibles au vrac, ils sont sensibles au local. J'ai tout un rayon aussi cosmétique consigné, donc effectivement, j'ai pas mal de clientèle sur ça. Mais le côté proximité n'est pas là parce que les gens ont pris l'habitude de partir en grande surface avec la voiture. C'est plus simple. Ils imaginent tout trouver en grande surface. Moi, je suis pas d'accord. J'ai une épicerie et je fais tout. Ils peuvent tout trouver chez moi et on peut consommer comme ça. J'ai consommé des années comme ça en allant que chez ceci, cela et j'allais pas ailleurs. Donc on peut le faire. Mais c'est vrai que là, c'est plutôt les collectivités, les communautés de communes, les mairies à nous soutenir, pas que sur le papier, mais vraiment à avoir une action rapide. Parce qu'on est en fait, vraiment, je le redis, hein, on est en train de fermer. Là, depuis le début de l'année, je crois qu'on est 4 à avoir fermé, il me semble. Et je sais qu'il y en a d'autres qui sont vraiment en difficulté, que ce soit dans le milieu rural qu'à Toulouse. Hein. À Toulouse, elles ont la même problématique que moi. Voilà. Merci. Du coup, je voulais compléter par notre expérience. Là, vous m'entendez? Donc nous, l'épicerie, on est ouvert depuis 2016. On était la première épicerie vrac et de produits locaux à Toulouse. On était 10 en France à peu près. Et on est encore au bout de 7 ans, on est en difficulté. On a dû fermer notre épicerie historique qui était à côté du Capitole cet été. On a eu l'occasion de reprendre l'épicerie de Haut Local Bio, mais qui était à Saint-Michel, qui était aussi en difficulté pour ne pas se séparer de la moitié de l'équipe. Aujourd'hui, on a 2 épiceries à Toulouse. On a plus de 180 fournisseurs en tout et 90% de produits locaux. Enfin, exactement 70% de produits à moins de 200 km de Toulouse. Et on sait, à chaque fin de mois, on ne sait pas si on va continuer l'expérience alors qu'on est là depuis 7 ans et on n'a pas eu une seule aide de la région depuis le début. Donc voilà, c'est pour ça, enfin l'urgence, il y a énormément d'épiceries qui ont fermé cette année et beaucoup qui se posent la question de l'année prochaine, est-ce qu'elles vont continuer? On observe sur toutes ces questions de déchets que c'est toujours en fait à celui qui s'engage, qui veut créer son commerce zéro déchet, qui veut réduire les emballages, qui va devoir prendre en charge finalement le surcoût qui sera souvent remis forcément sur le consommateur. Par contre, on va payer la même taxe pour les ordures, pour l'enlèvement des ordures que l'entreprise à côté qui ne fait rien.
Alors oui, ce n'est pas le rôle de la région. Par contre, la région peut porter ce message aussi auprès des communautés de communes qui sont en train de légiférer sur ces sujets, notamment sur la tarification incitative. Alors c'est sûr, ce sera qu'une petite baisse de charge, mais en fait, c'est déjà de quand même se rendre compte que les seuls qui s'engagent aujourd'hui, ça leur coûte plus cher et ils n'ont pas de baisse effectivement de leur charge sur les taxes d'ordures, là où si on ne fait rien, ça ne nous coûte rien. Et c'est pareil pour la non-négociation des prix avec les producteurs, c'est pareil sur la logistique décarbonée, et qu'en fait, c'est toujours à celui qui s'engage le plus de payer finalement plus, et puis du coup, on fait seulement des actions qu'on va dire pour des bobos écolos, parce qu'on ne peut pas faire moins cher en fait. Et on dit toujours, on a parlé tout à l'heure de l'expérience de HubVrac qui s'est passée en Ile-de-France, oui, il y a un problème effectivement économique. Mais en fait, il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner de mesures fortes et pas d'aides qui soient très ponctuelles sur lesquelles il faut faire 10 dossiers pour en avoir un et donc on s'épuise à chercher du financement, mais qu'on ait vraiment de l'aide qui soit pluriannuelle de certaines structures et que ce soit aussi général de dire à un moment, mais si telle activité produit des déchets, qu'elle paye et qu'elle paye plus, et que cet argent-là puisse permettre aussi d'accompagner ou d'aider d'autres structures qui, eux, permettent de réduire les déchets. Et on parle là, en fait, de budget de communautés de communes, de budget public, qui coûte énormément quand on parle de la gestion des déchets. Donc, le rôle des épiceries vrac, etc., qui enlèvent les coûts de gestion des déchets aux métropoles, ne le retrouvent absolument jamais, elles, dans les aides qu'elles ont derrière. Et donc, c'est un vrai sujet pour moi, à un moment, de ne pas seulement compter sur les acteurs. Allez-y, faites les choses bien, partez devant, montrez-nous comment ça va marcher. Et puis, derrière, en fait, il n'y a aucun changement derrière en termes de taxes ou autre pour eux. C'est un vrai sujet à porter, je pense, auprès des différentes communautés de communes qui s'interrogent notamment sur la tarification incitative et de leur dire, mais ça, c'est un vrai levier pour engager les commerçants. Là, effectivement, j'ai des éléments de réponse. Effectivement, nous, on travaille, je le disais tout à l'heure, au plus près avec les EPCI, communautés de communes, d'agglo et de métropole, avec l'ADEME également ici présente. Forcément, la tarification incitative, c'est quelque chose qui est inscrit dans la loi de développer progressivement l'incitativité. Forcément, on le promeut, on le pousse, on est bien d'accord. Il ne reste effectivement que c'est une décision effectivement locale des acteurs, donc à en faire la promotion, on n'impose rien. Après, un autre outil qui est vraiment très important, je pense, et qui a plus de facilité à passer auprès des EPCI, c'est celui de leur obligation en termes de réduction et de stratégie de réduction des déchets. Voilà, ils ont des obligations d'élaboration, je ne sais pas si vous le savez, d'un programme local de prévention des déchets ménagers assimilés. Et là-dedans, ils vont détailler toutes les actions qui comptent conduire justement pour réduire les quantités de déchets et parmi ceux-ci, les quantités d'emballage aussi, ça en fait partie bien évidemment. Donc, il y a des outils qui existent. Effectivement, les collectivités locales ont des leviers. J'entends la frustration effectivement que vous exprimez sur le fait que c'est compliqué d'être pionnier parce qu'on n'a pas derrière forcément les aides ou les retours attendus. Après, sur la pérennité des aides publiques qui pourrait être souhaitable pour passer un cap, effectivement, nous aussi, on souhaiterait avoir ces facilités budgétaires pour s'inscrire dans la durée. Ce n'est pas une réalité. Donc, effectivement, on aide ponctuellement les porteurs de projets sur telle ou telle dépense très restreinte. Si on pouvait faire plus, on ferait plus, bien évidemment. Enfin, on peut l'espérer. Bien sûr, je ne parlais pas de financer les salaires individuellement de chaque structure, mais pour les réseaux locaux, etc., d'accompagnement, il y a des choses à faire. Et ce qui est important, puisque ce qui a été dit, c'est aussi du vrac, mais du local, du bio et ainsi de suite. Forcément, on a aussi une direction de l'agriculture à la région, peut-être que vous les connaissez, qui défendent forcément la production locale, le bio, et on a des ponts importants à créer entre les stratégies régionales à ce niveau-là, bien évidemment. On y travaille. Oui, justement, je rebondis sur les aides que vous pouvez nous apporter. Je sais qu'en 2019, la région a signé un pacte avec les GMS, justement, pour qu'elles proposent du local à 10 ou 15%. Donc, il me semble que les GMS sont subventionnés, ou du moins, elles ont des aides. Elles ont des aides parce qu'elles font du local.
On a fait une réunion il y a 15 jours avec des acteurs de la région et on nous l'a confirmé. C'est pour ça que je m'avance sur ça. Et peut-être, c'est une piste de réflexion après, mais peut-être faire de même avec nous. Alors, pas forcément le même modèle, mais nous, en fait, on propose du local et du vrac à 90% de nous-mêmes. On est passionnés, sinon on ne le ferait pas. Et vraiment, c'est un mode de vie, même si on le ferme, qu'on continuera. Et on est sûr de nous sur ça. Mais peut-être voilà, réfléchir à ça pour que... alors, c'est sûr, nous, on a des modèles économiques tout petits et on est vraiment petit comparé à de la GMS, mais on a des modèles qui, dans le temps, au niveau environnemental, seront pérennes, en fait. Il faudrait tendre à ça. Donc, peut-être que la région pourrait réfléchir à ce genre de choses à l'avenir. Merci, Julie, pour cette réflexion. De toute façon, on est d'accord, si on est tous là, je le répète encore une fois, c'est pour essayer de trouver les meilleures solutions pour pouvoir pérenniser et développer le vrac et la consigne et le circuit court. Enfin, voilà, tous ces sujets qui sont forcément liés. On a besoin de vous, effectivement, pour imaginer, pour faire le constat, l'état des lieux, effectivement, ce qui marche pas, essayer d'emmagasiner des bonnes idées à proposer. Et ben, voilà, le cap est donné. En tous les cas, on essaie d'être là. Nous aussi, hein, on essaie de contribuer au même niveau que vous, effectivement, à ce développement-là. Donc, voilà. Je vais revenir effectivement sur le timing. Je suis embêtant, je suis désolé. Merci Julie encore une fois. On va donner la parole à j'ai perdu le nom. Forcément, c'est Martin. Voilà. Et ben voilà, super. Martin, on a grignoté. Il est 12h30. Désolé pour le retard, mais il n'y a pas de mal. Je vais essayer d'être court et concis, ce qui n'est pas ma tasse de thé, je dirais. Donc moi, je suis Martin Domanjabo, je suis le créateur de la biscuiterie Loi Gourmande. J'ai créé cette entreprise en biscuits vrac il y a plus de 10 ans maintenant. On a toujours fait le choix de faire que du vrac. On n'a jamais voulu faire d'emballé. Si je suis là, vous imaginez pourquoi, à la fois avec effectivement la question économique, la question aussi la question d'abord écologique et aussi la question économique. Nous, on fait des biscuits que je pourrais qualifier de premium, et en fait, l'emballage, c'est aussi un emballage, c'est à peu près entre 15 et 20-25% de coût sur un produit fini. Donc, nous, ça nous a permis aussi à un moment donné de pouvoir nous en sortir, nous développer, d'avoir fait ce choix-là, je dirais, de faire que de l'emballage en vrac. C'est un choix qui est militant, réfléchi depuis des années. Moi, alors c'est particulier, mais moi j'ai la chance, ma mère est une des créatrices de Biocop il y a plus de 35 ans, donc c'est vrai que je suis né dedans et que j'ai toujours eu envie d'aller plus loin dans cette démarche-là. Faut savoir que nous, par exemple, en 10 ans, on a fait le calcul de combien de plastique on a économisé à avoir fait que du vrac, sachant que nous, depuis, on continue à se développer, mais actuellement, c'est à peu près 3 tonnes de biscuits vrac qu'on vend par mois à des magasins spécialisés en carton de 3 kg ou de 5 kg. Et c'est 10 tonnes de plastique qu'on a économisé en 10 ans à peu près. Voilà, donc à notre petite échelle, je dirais que c'est énorme, mais ce n'est pas beaucoup à l'échelle mondiale, sachant qu'il y a à peu près 1 tonne de plastique toutes les secondes qui est produite en plus dans le monde au quotidien. Mais je dis ce chiffre-là parce que je trouve hyper important de dire que des plus gros groupes ou des industriels, je dirais, ils ont des vraies possibilités de réduire cette dimension, je dirais, de déchets. Et pour finir, nous, on a fait le choix de rester une biscuiterie artisanale aussi, c'est-à-dire que tous les biscuits ils passent par nos mains à un moment donné. Donc, on est équipé, je dirais, comme dans votre cuisine, avec des plus grosses machines, un très gros batteur, un très gros four. Et on a fait le choix justement de continuer à se développer en ne voulant pas aller vers la biscuiterie industrielle qui nous aurait obligé à avoir des lignes de production, potentiellement faire de l'emballé, ainsi de suite, pour pouvoir en vivre, parce que depuis 2 heures, on fait le constat qu'effectivement, il y a à peu près 280 magasins bio, vrac spécialisés qui ont fermé depuis cette année. Il y a une crise qui est là.
Je la nuance dans le sens où il y avait une croissance à 2 chiffres depuis 30 ans, donc à un moment donné, c'est aussi normal de lisser un peu tout ça. Il y a eu énormément de magasins qui se sont développés dans ces dernières années. Donc même si je le déplore, je trouve ça aussi normal à un moment donné qu'il y ait un petit peu de lissage, je dirais. Principalement à Toulouse, il y a quand même eu un gros développement. Nous, on en a vraiment bénéficié aussi. Mais depuis 10-12 ans, je crois que c'est à peu près une Biocup qui ouvrait ou 2 par an sur la métropole toulousaine, plus d'autres acteurs qui sont arrivés, que ce soit Sobio qui appartient maintenant à Carrefour, ou les comptoirs de la bio, qui appartiennent en partie à Intermarché. Enfin bon, voilà. Où je voulais en venir. Donc voilà, nous on a fait le choix de se développer économiquement sans vouloir créer une biscuiterie industrielle. Et donc on a fait le choix plutôt de continuer à rester dans notre cœur de métier et dans notre cible, c'est-à-dire développer du bio en local. Et donc à Saint-Giron, on a acheté un bâtiment où on fait biscuiterie, pâtisserie, traiteur, snacking, salon de thé avec une partie tiers-lieu. Et c'est assez drôle parce qu'on parlait de tiers-lieu justement là, tout à l'heure sur les axes de communication et de développement. Voilà, parce qu'on trouve qu'il y a une vraie logique à travailler en synergie ensemble et que nous, on voit la chose un peu comme une pépinière. Et pour finir, par exemple, sur la partie traiteur, sur les 3 premiers mois, on n'avait pas vraiment trouvé de solution pour limiter les emballages carton. Voilà, mais depuis peu, on s'est mis en lien et on a adhéré avec je crois que c'est une SIC ou une association à Toulouse qui s'appelle Emboîte le Plat et qui met à disposition des emballages en verre consignés, réutilisables pour des restaurateurs ou des traiteurs ou des boulangeries qui ont envie de mettre ça en place. Donc, on n'a pas à gérer des stocks. Enfin, on a à gérer des stocks de boîtes, mais on n'a pas, nous, à les acheter et ainsi de suite. Et c'est sous un format d'adhésion à l'association. Donc, nous, par exemple, on adhère à 40 € par mois et on a le droit à 250 boîtes en verre qui sont fournies par l'association par mois. On les consigne à 3 € pièce. Et ce qui est important aussi, et je remets une pièce à justement ce réseau-là, c'est-à-dire que maintenant, Emboîte le Plat, c'est un réseau de 80 entreprises qui ont décidé de mettre en place la consigne. Donc, quelqu'un qui vient acheter, par exemple, un plat traiteur chez nous, qui l'emporte chez lui ou en montagne, pour nous le cas, puisque on est proche de la montagne en balade, il n'a pas besoin de le ramener chez nous forcément pour récupérer sa consigne. Il peut le ramener à Toulouse dans le réseau. C'est des boîtes qui sont similaires pour tout le réseau, c'est-à-dire ils ont travaillé avec Duralex. Duralex leur a fait un couvercle d'une couleur qui est que pour le réseau Emboîte le Plat, avec des petits autocollants, donc c'est assez facile. Et donc voilà, ces gens-là peuvent ramener la boîte à Toulouse. Moi, dans mes calculs, parce qu'à un moment donné, je suis aussi un chef d'entreprise, même si maintenant on est aussi en scope et donc je suis le gérant. Nous, c'était 40 € à peu près d'emballage par semaine qu'on utilisait dans notre magasin pour ce genre de plat-là. Et en gros, 40 €, c'est ce que je donne à l'association pour adhérer par mois en tant qu'adhérent. Donc, en fait, déjà, il y a ce parti-là, si on parle économiquement purement, qui nous fait gagner. Mais il y a aussi la partie de gestion des déchets. On parlait de gestion des déchets. Gestion des déchets, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va au tri une fois par jour pour jeter toutes ces boîtes-là que nous, on garde parce qu'on a aussi une partie de salon de thé, donc les gens peuvent manger sur place. Et donc, c'est à nous de gérer leurs déchets, entre guillemets. Dans mes calculs, c'est à peu près 1 heure, 1 heure et demie de temps de travail gagné, plus 40 € d'emballage par semaine. Et tout ça par semaine. Donc, en fait, le calcul, il est vite fait. Et en plus, après, on peut parler de la collectivité locale et de la gestion des déchets qui nous fait aussi gagner de l'argent à nous tous. Et pour rebondir là-dessus, moi, je suis un militant du bio et du local depuis toujours, je dirais, et que c'est vrai que c'est toujours un truc qui m'a beaucoup choqué par rapport au questionnement sur la collectivité. Elle y gagne aussi beaucoup, en fait, à avoir moins de déchets à gérer. C'est pareil pour le bio. Le bio, c'est pas de traitement des eaux après, c'est pas de traitement de déchets, c'est pas de maladies dues aux produits phytosanitaires. Et je pense que les pouvoirs publics ont un vrai rôle là-dessus pour pouvoir, à un moment donné, remettre de l'argent dans des entreprises qui sont vertueuses de A à Z et qui permettent aussi aux collectivités locales d'avoir moins d'argent à dépenser. Et par exemple, en ce moment, il y a une pétition un peu qui circule qui s'appelle Stop mes prix bio parce qu'il y a un vrai désengagement de la filière publique, je dirais, et de l'État au sein de la filière. Et il y a un calcul qui a été fait, c'est 4 000 € à peu près qui est donné chaque année aux fermes qu'on appelle conventionnelles, pour pas dire polluantes aussi, mais et c'est 160 pour les fermes en bio. Et là-dessus, il y a un vrai problème. On a créé une filière d'excellence. Comme le disait Chloé tout à l'heure, on est en France un des premiers pays pionniers, je dirais, à la fois du bio et du vrac.
Et actuellement, on est en train de détruire cette filière d'excellence qui a mis 40 ans à être construite. Et ça, je pense que c'est vraiment malheureux. Et c'est vraiment malheureux aussi sur une question de long terme. Je pense qu'on est beaucoup à avoir des enfants. Et moi, ça m'attriste de voir qu'on repart en arrière sur ces questions-là. Même si, encore une fois, moi, je me sens un peu privilégié parce que je vis dans une zone très rurale où j'ai pu créer mon emploi, où j'ai un microcosme qui fait que cette boutique, en un an, on tourne à peu près correctement. Et on voit qu'il y a vraiment des clients qui sont sensibles à ça. Nous, dans notre boutique, il y a de plus en plus de gens qui viennent avec leur propre boîte pour acheter des pâtisseries ou ainsi de suite. Et donc je trouve ça hyper marquant, hyper valorisant. Mais économiquement, par exemple, on a une structure conjoncturelle qui est compliquée en ce moment. Nous, on avait un point d'équilibre quand on avait fait notre prévisionnel qui était à 65 000 euros. En un an, il est passé à 80 000, ce point d'équilibre. On a des chiffres on est au-delà du prévisionnel qu'on avait prévu, mais malheureusement, on est encore en déficit cette année. Par exemple, la partie biscuiterie, on pensait pas la mettre en stand-by, mais en tout cas avoir moins besoin de la développer. Et en fait, c'est le contraire. En ce moment, on remet beaucoup de force sur la partie biscuiterie parce que ça reste ce qui nous fait vraiment vivre. En ce moment, nous, on avait une politique où on essaie de vendre surtout dans le quart sud-ouest, avec toutes les épiceries vrac. Nous, on vend à 80-85% d'épiceries vrac ou magasins spécialisés. On n'arrive pas du tout à toucher la GMS ou je dirais les commandes publiques aussi. On parlait de cantine et tout ça. C'est très compliqué pour nous parce qu'il y a encore des freins qui sont importants au niveau de la commande publique par rapport au vrac. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a 10 ans, j'ai été pris pour un uluberlu. Maintenant, je suis pris pour... maintenant, on n'est pas pris, mais et je peux le dire avec fierté, on est un historique un peu du vrac en France. Et j'en suis très fier. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un petit recul depuis un an et demi, qui fait qu'on est obligé de remettre beaucoup de force sur la partie biscuiterie, alors qu'avant, en fait, ça roulait tout seul. Les magasins nous appelaient toutes les semaines. On avait des magasins qui nous appelaient, qui voulaient se créer, qui voulaient nos biscuits. Et maintenant, on remet de l'énergie là-dedans. Merci beaucoup. L'exemple d'Emboîte le Plat, je pense qu'il illustre très bien le besoin d'accompagner financièrement, puisque c'est une vraie solution qui aide beaucoup de restaurateurs à réduire leurs déchets ou beaucoup de solutions comme celle-ci. Et en fait, ça ne tient que parce que c'est fortement subventionné, mais les équipes d'Emboîte le Plat sont obligées de chercher continuellement des subventions, de chercher continuellement finalement de l'argent pour pouvoir fonctionner. Sinon, le modèle n'est pas rentable. Donc, il faut bien comprendre que si on leur laissait finalement de la visibilité sur du financement plus long, plus régulier, ils se concentreraient aussi sur leur métier de développement et ça irait plus vite. Et ça, c'est vraiment, pour moi, ce qu'il faut arriver à changer dans la subvention publique envers ces démarches-là. C'est d'arrêter d'être finalement dans l'appel à projet où il faut quelque chose de nouveau à chaque fois, d'être dans finalement la subvention ponctuelle, mais d'être dans le financement et de fonctionnement et surtout le financement pluriannuel pour que ces structures-là puissent effectivement offrir des solutions et se concentrer sur leur métier pour accélérer. Et ça, c'est un vrai sujet, mais Consignable pourra aussi en témoigner parce que leur outil peut se créer parce qu'il y a des subventions derrière. Mais on a détruit des outils industriels de lavage de consignes pendant des années. Il faut maintenant, pour reconstruire ces outils, que l'État accompagne aussi, puisque effectivement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très coûteux. Donc vraiment, moi, merci pour cet exemple qui montre qu'il y a quelque chose qui existe, qui tient qu'à un fil finalement, et si demain, politiquement, il n'y a plus assez d'appels à projets et qu'Emboîte le Plat n'arrive plus à avoir les financements nécessaires, ça pourrait s'arrêter. Alors que c'est extrêmement vertueux. Donc voilà, moi j'alerte vraiment là-dessus sur ce besoin de revoir la subvention publique comme quelque chose de pluriannuel pour quelque chose qui fonctionne. Quand on est sur l'amorçage, c'est normal l'appel à projet, puis derrière, il faut passer à autre chose, quoi. Et ça, c'est vraiment important. Merci beaucoup. Je ne vais pas apporter de réponse qui va vous satisfaire, vous l'imaginez bien. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans cette dynamique-là, comme vous le savez. Et par contre, comme vous le faites clairement remarquer, Emboîte le Plat ou un autre acteur, son métier, ce n'est pas d'aller chercher des subventions, ce n'est pas ça qui le fait avancer. Donc, et ce serait super, effectivement, que les acteurs
public, hein, que les institutions puissent accompagner sur la durée. Aujourd'hui, c'est pas comme ça que ça marche en tous les cas. Donc, les leviers qu'on a, et on les a discutés ce matin, effectivement, nous, ça va être essayer de s'appliquer à soutenir, alors à un moment donné, un projet pour passer un cap, pour se lancer, mais surtout aussi développer la clientèle et puis développer le modèle. Voilà un petit peu les outils dont on dispose aujourd'hui. Et ce n'est pas une réponse satisfaisante à votre demande, je l'entends. Mais c'est comme ça, c'est ce qu'on a entre les mains aujourd'hui en tout cas. Ça me fait penser vos deux témoignages d'ailleurs. Il y a des aides de la région donc, pour développer le vrac dans les GSF, ce que tu disais tout à l'heure. Et en fait, non. Je ne sais pas si local. Ok, pour le local. Ok, ok. Donc en fait, je me questionne sur ces financements-là. En fait, est-ce qu'ils vont venir financer que les projets en développement ou est-ce qu'ils vont venir soutenir des projets qui existent déjà, mais qui ont un frein? Alors je ne sais pas si je me trompe, arrêtez-moi, mais le frein des épiceries, est-ce que c'est le fait qu'il y ait des produits qui soient trop onéreux pour les consommateurs? Le frein premier, je pense que c'est des a priori. Nous, on n'est pas plus cher qu'une GMS. On fait régulièrement des relevés de prix. Et c'est assez aberrant. Mais là, on est plus cher sur certains produits, attention, parce qu'on est local. On ne peut pas comparer le prix, je dis des bêtises, de pâtes du cru et de nos pâtes à nous qui sont faites avec de la farine locale, variété ancienne, bio et artisanalement. Là, ça n'a rien à voir, on n'est pas sur le même produit. Mais en règle générale, j'ai fait un relevé la semaine dernière, la salade, je ne sais pas si c'était la marque, à la GMS du coin, elle est à 1,80. Moi, je fais 1,40 et je suis en bio. Et en local, parce qu'elle est à côté. Donc non, on n'est pas plus cher. On n'est pas plus cher. L'a priori, c'est les habitudes. Les gens sont habitués à aller en grande surface. On a fait la pub pendant des années sur de la grande surface. La plupart des gens, nous, on ne la regarde pas forcément, mais la plupart des gens regardent la télé, regardent des pubs, sont conditionnés, c'est du marketing, ils sont très forts, c'est leur métier. Nous, on a rien de tout ça. Donc, la personne, je ne sais pas, elle voit du Nutella à la télé, elle sait que c'est pas bon. On revient sur le savoir. Elle sait que c'est pas bon. Elle sait qu'un impact environnemental, c'est désastreux. Elle sait que c'est sucré et que pour la santé, à long terme, c'est ignoble. Par contre, elle va l'acheter parce que c'est joli, parce qu'il y a la pub derrière, parce que c'est rassurant. C'est quelque chose qu'on connaît, qu'on voit partout et que les gens consomment. Donc, c'est rassurant. C'est ça plutôt le frein. C'est les habitudes qu'il faut changer. Merci. En fait, j'ai consommé en vrac et effectivement, j'ai arrêté parce qu'il y avait des produits qui étaient plus coûteux et d'autres un peu moins coûteux. Ça reste mon expérience personnelle. Mais donc, la question que je me pose, effectivement, c'était justifié par la qualité du produit, qui est plus nutritif en plus. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que les collectivités, est-ce que les financeurs pourraient venir inciter les consommateurs en participant en fait à réduire ces coûts de produits un peu plus onéreux pour que le consommateur il vienne en fait acheter tout au même endroit, parce que dans les GSM il y a aussi la praticité de pouvoir faire ses courses au même endroit. Et en fait là moi ce qui m'est arrivé c'est que je devais faire plusieurs commerces différents pour pouvoir avoir les produits dont j'avais besoin. Donc voilà, c'est juste une idée comme ça qui m'est venue lorsque vous avez été mamie, que je voulais partager, surtout qu'il y a tout l'aspect santé, comme tu le disais justement. Donc communiquer sur le vrac, le zéro déchet, c'est très bien. Mais effectivement, je trouve que rappeler aussi l'importance sanitaire de consommer des produits de qualité, en fait, c'est aussi un levier de communication. Merci. Ah, et je ne sais pas si vous connaissez, le mat des agriculteurs à Nîmes. Non. En fait, ça ressemble à une GSM un petit peu, dans le sens où c'est très grand. Et en fait, ils ont regroupé beaucoup d'agriculteurs, de producteurs. Il y a des bouteilles de vin, il y a tous les produits secs, il y a des légumes, des fruits. Et en fait, c'est
très peu cher. Vraiment, le mal des agriculteurs, c'est un autre modèle économique qu'une épicerie qui va être plus petite. Et en fait, ça ressemble vachement au modèle d'un grand supermarché, mais avec des produits de qualité. Et donc, ils ont des tarifs préférentiels de ce fait. Merci. Merci pour vos témoignages, vos interventions, effectivement, qui démontrent que c'est vraiment compliqué. La conjoncture est pas simple en ce moment. Et effectivement, encore une fois, qu'il faut travailler ensemble pour essayer de résoudre avec les outils dont on dispose, bien évidemment, côté région, côté autres acteurs publics, acteurs privés, et en s'appuyant aussi sur l'expertise, notamment de Réseau VRAC, pour essayer de pérenniser ce qui existe, de développer des choses complémentaires à mesure du possible. Je vais te laisser clôturer, Chloé, effectivement, sur cette demi-journée. Juste vous informer quand même, petite chose que je voulais vous dire. Donc, on a un dispositif, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le pack zéro emballage, qui consiste en des aides ponctuelles à un moment donné au lancement des activités, qui peut ne pas être satisfaisant pour répondre à certaines difficultés, mais en tous les cas, c'est l'outil dont on dispose. Et il y a actuellement justement un audit qui est fait autour de ce dispositif PAC zéro emballage par un bureau d'études qui est mandaté par la région et le Césaire. Et du coup, les bénéficiaires de ce PAC seront prochainement contactés par ce bureau d'études pour témoigner effectivement de leurs expériences, de ce qu'a pu apporter l'aide à apporter en termes d'impact, impact économique, impact social, et ainsi de suite. Donc, voilà, vous aurez prochainement, effectivement, pour ceux qui ont bénéficié de ces aides, des contacts avec ce bureau d'études. Je veux juste rebondir sur ce pack, justement, parce qu'il est génial. Par contre, si vous pouviez peut-être faire passer le message que tous vos collègues et toutes les personnes qui travaillent à la région soient au courant. Moi, j'ai eu, c'est que mon expérience, mais j'ai eu beaucoup de rendez-vous avant de monter mon projet. Et en montant mon projet, personne n'a été capable de me renseigner. Je ne l'ai pas eu, le pack. Amandine, là, elle ne l'a pas eu non plus. Et j'ai d'autres personnes que je connais qui l'ont eu. Mais moi, j'ai eu des interlocuteurs à la région et ils n'étaient pas au courant. Donc, c'est vrai que si si tout le monde pouvait le savoir, même en communauté des communes, ce genre de choses, ça serait vraiment génial. Parce qu'après, c'est très, très bien. Au contraire, c'est super. Mais il faut que tout le monde soit au courant. Bon, ben voilà, tout est dit, effectivement. La difficulté de sensibilisation et de communication qu'on a vers les citoyens externes, on l'a même en interne, effectivement. Comme vous le savez, la région porte un grand nombre de dispositifs et de stratégies, et même nous, il est compliqué, effectivement, de savoir tous les dispositifs qui existent. Mais ça n'excuse en rien, effectivement, le fait qu'on ne continue pas à culturer nos collègues. Alors, c'est vrai pour notre dispositif PAC zéro emballage à destination de nos collègues, notamment de l'agriculture, mais c'est vrai aussi vis-à-vis de leur dispositif à eux, que je ne connais pas forcément de manière exhaustive non plus. Mais c'est vrai sur les autres dispositifs, notamment État ou collectivités locales, qu'on ne maîtrise pas, effectivement. Et je comprends la frustration et puis la difficulté pour un porteur de projet d'avoir une connaissance de tous les acteurs qui vont pouvoir l'aider, des dispositifs qui vont pouvoir l'aider à un instant T. Ce n'est pas satisfaisant comme réponse. Voilà ce que je peux apporter. Merci à tous du coup pour votre présence dans cette première matinée avec la région. Donc, il y en aura une deuxième, comme on vous l'a dit, le 17 avril à Montpellier pour continuer les travaux. On vous tiendra bien entendu au courant des suites qui seront issues des différents ateliers de réflexion qu'il y a eu tout à l'heure. Et puis, je tenais à remercier particulièrement Benoît pour toute l'organisation, la communication sur ce projet, puis l'initiative de la région. Cécilia, chez nous, qui a tout organisé avec Benoît, et puis Julie et Martin pour leur témoignage, qui a été très inspirant. Et puis, j'espère qu'on va pouvoir mener à bien
différents projets sur le territoire et notamment qui vont permettre, on a bien vu l'urgence et la priorité, aider les commerces spécialisés vrac à rester à flot, à continuer de se développer et trouver un modèle économique qui va perdurer pour le vrac, notamment peut-être à l'aide d'incitations et différentes subventions. Voilà, donc merci à tous. On a hâte de continuer le travail tous ensemble et très bonne fin de journée à tous.